C'est pas tant une idée reçue que ça, et c'est pas tellement faux. C'est juste qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qui se passe. Tu dis mettre du budget sur ton SEO, mais le SEO c'est gratuit, non? J'ai commencé à publier du contenu, pas pour me rendre visible ou pour devenir une référence, mais juste parce que je me suis dit, si ça aide une personne, je suis trop contente. Et en fait, cette intention de si ça aide une personne, je suis trop contente, j'ai voulu la garder. Et je la garde encore aujourd'hui. En gros, Google, pour savoir s'il va te référencer ou pas, il va ouvrir une boîte à ton nom. Dans cette boîte, il va mettre toutes les informations possibles qu'il connaît de toi. Moi, il y avait très peu de femmes qui prenaient la parole dans le monde du référencement. Dans le web, au général, il y a moins de femmes que d'hommes, mais dans le SEO, c'était très particulier. Ça m'a nourri, tu vois, une espèce de colère aussi du traitement des femmes dans ce milieu-là, qui m'a fait tenir aussi et me dire, je sais aussi pourquoi je veux prendre ma place dans le SEO. C'est en créant du contenu sur ta propre marque, en fait, ta propre nom, tu fais ton propre référencement, donc Google comprend mieux qui t'es et donc va mieux t'associer à d'autres thématiques. Et souvent, on se dit, non, il y a qu'un modèle de réussite, faut être extraverti et faut être un shark pour réussir. J'adore, il met toute la charge mentale de la création d'un podcast sur son invité, mais c'est très intelligent. Aucune prépa, les gars. Prépa, zéro question. Donc je sais pas si tu sais sur quelle émission t'es. Tout pouvait être possible, alors... Cette émission, du coup, ça s'appelle Hook and the Gang. Oui. Hook, t'imagines bien pourquoi, j'imagine. Donc, on est sur vraiment cette sphère de création de contenu et de monétisation. Nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes que tu connais qui sont passées ici. Que ce soit la meuf en rouge, que ce soit Alice, que ce soit toutes ces personnes-là. Et pour ça, on a un petit jeu que tu vois juste là, puisque le hook, c'est important. Donc, si j'arrive à la décrocher, hop. Nous avons une petite canne à pêche. Le retour en enfance. Année 2000. Là, depuis tout à l'heure, on en parle, mais là, on y est. Hein. Ouais. Ok. Et en gros, c'est simple. Moi, il y a 3 blocs, tu vois, qui m'intéressent vraiment sur ce podcast. C'est le premier, c'est un peu ta vie quand même. Qu'est-ce qui fait que t'es arrivé jusqu'ici? Une partie sur comment tu t'organises, comment tu crées le contenu, comment t'as réussi un peu à tout créer ce que tu fais. Et quand je mets contenu, on va être bien sûr plus large avec toi, puisque t'as quand même une petite spécialité dont on va parler aujourd'hui. Et le troisième, c'est comment tu monétises tout ça, que ce soit de manière directe ou indirecte. Donc toi aussi, tout ce que tu as fait d'un point de vue business, tu vois, autour de ces activités-là. Si tu regardes, il y a 3 canards devant toi. Petite dédicace du coup à ton développeur, quand même. Franchement, ouais. Là, Ryan serait très fier que je sois dans un podcast où il y a des canards. Énormément même. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que c'est toi qui vas pouvoir, qui va gérer cette interview, c'est-à-dire qu'en fonction du canard que tu pioches, il y a un petit numéro dessus, et ça sera du coup une des parties sur laquelle on va aborder le truc. Donc tu viens de me dire que là, tu viens de répartir la charge mentale de l'organisation d'un podcast sur ton invité. Exactement. Magique. Et tu remarqueras que je t'ai même pas présenté. Ouais, c'est vrai. Parce que je présente pas non plus mes invités. Ok, très cool. Ça devient un petit... Donc vous ne saurez jamais qui c'est. Tu ne sauras pas qui c'est. Tu n'auras qu'à aller sur Google. Ok, elle pose déjà les bases, tu vois, de où aller, ok. En vrai, franchement, ça vient d'un petit traumatisme. Tu vois, je t'ai dit, moi, je fais du multiprenariat. Et le fait de répondre à la question du « tu fais quoi dans la vie ?» Ouais. Hormis le fait que pour moi, tu vois, ça représente pas qui t'es vraiment. Mais super dur. Donc, je préfère que mon invité se présente. Donc, à la rigueur, avant de piocher, si tu devais résumer peut-être en 2 phrases ou 3 phrases qui tu es, ça serait quoi? J'adore, il met toute la charge mentale de la création d'un podcast sur son invité, mais c'est très intelligent. Aucune prépa, les gars. Aucune prépa, zéro question. Alors, si je devais résumer, moi, c'est Amandine. J'ai toujours détesté les mots compliqués. Ok. J'ai aussi détesté quand on dit que tu peux pas faire quelque chose. Et dans ma vie, on m'a beaucoup dit que je pouvais pas faire des choses ou que je pouvais pas être aussi quelqu'un. Et donc, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à prendre la parole sur un sujet qui, pour la première fois, m'avait passionnée dans la vie, donc le référencement. Alors que on pourrait se dire, oh là là, c'est super chiant comme sujet. Moi, c'est celui qui, pour la première fois, en tout cas, m'a permis le matin de me lever et de me dire, mais en fait, j'ai trop envie de me lever, d'aller faire ma journée, et qui, pour la première fois, m'a un peu pris au trip, tu vois. Ça, tu l'as découvert comment? Ça a été comment? Au début, je faisais des sites dans ma chambre. Okay. Voilà. J'avais envie d'apprendre la création de sites internet et j'avais pas mal de proches autour de moi qui avaient besoin d'un site, mais qui n'avaient pas forcément le budget, tu vois, pour se permettre de déléguer leur création de site. Donc je m'étais dit, attends, je suis sûre que je peux arriver à faire un truc. Donc j'ai poncé beaucoup la création de sites déjà dans ma chambre. Après, j'ai fait mes premiers sites internet. Ceux où j'étais un peu fière de les sortir, tu vois, pas les sites de test. Et en fait, je suis très vite arrivée au constat de, ok, j'ai fait un site, j'ai passé des mois et des mois dessus, il est super beau, il représente exactement ce que je veux faire, mais quand on tape des mots-clés, il sort pas.
Et du coup, là, j'ai commencé en fait à arriver sur le fameux mot, donc SEO, et à me dire, ok, en fait, c'est pas tout de faire un site internet et d'avoir passé, je sais pas, 6 mois sur le design ou sur sa proposition de valeur. En fait, il faut que je trouve un moyen que quand on tape certains mots-clés, je sorte. Et là, ok, il y a le SEO, il y a le référencement, ok, il y a un algorithme, il y a Google derrière. Et je me suis dit, bah, j'ai absolument besoin et envie d'apprendre comment je peux faire pour maîtriser ma propre visibilité. Et c'était très frustrant pour moi de pas comprendre En fait, j'étais mais je ne comprends pas comment ça marche. Donc c'est pour ça que j'ai passé des nuits blanches, à décrypter. Mais la doc de Google, elle est horrible. Mais c'est pas grave, tu vois, je continuais, je regardais beaucoup de vidéos YouTube. Et après, je suis arrivée à un constat assez rapidement, c'est que toutes les infos sur le SEO, donc sur le référencement, elles étaient très basiques, très théoriques. Et si tu voulais plus, c'était très fermé comme milieu. Donc soit il fallait que tu lâches 40 000 balles pour une formation, soit il fallait que tu payes les services d'une agence, mais en même temps, c'était assez flou. Et si t'étais pas, en gros, déjà reconnu dans ce milieu-là, il était très fermé. Et donc, ça m'a terriblement énervée. Parce que je me suis dit, attends, tous les contenus que je vois, tout ce que je lis et tout est hermétique. Et tout est expliqué d'une manière si compliquée. Alors que moi, je fais du SEO déjà dans ma jambe, avec des mots simples, et ça marche pour moi. Donc si moi, j'arrive à en faire comme ça, pourquoi la seule façon dont on en parle, c'est de manière hyper complexe? Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la parole en me disant, bah, je vais juste créer le contenu que j'aurais aimé lire. Et si ça peut aider une seule personne, je suis trop contente. Et ça a été le début de cette fameuse aventure du SEO sans migraine. C'est énorme parce que tu es en train de dire que, et c'est une réalité que j'ai vécue aussi, parce que tout le monde galère avec son SEO. Oui. Bah, en fait, les réponses au SEO sont hyper mal référencées, en soi. Volontairement. Ouais, non, Mais extrêmement volontairement, puisqu'en fait, tout est très... et je te dis ça surtout à l'époque où j'ai commencé, donc ça fait à peu près une dizaine d'années moi que je fais du SEO. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible et il y a beaucoup plus de contenu où tu peux vraiment tu lis un article et tu dis ok, en fait, il faut que j'aille faire ça sur mon site à l'époque. Mais si à peine on te donnait la définition, c'était au grand max, tu vois. Ok. Le reste, à chaque fois, hop, barrière du payant, barrière de l'accompagnement, barrière de l'agence. Et c'était volontaire parce que si tu commences en gros, à expliquer aux gens qu'ils peuvent reprendre la main sur leur visibilité simplement et qu'ils n'ont pas besoin des services de quelqu'un, bah, il y a un business que ça embête un peu, on va dire. Sauf que moi, je trouvais ça terriblement injuste. Injuste, tu vois. Je me disais, mais on devrait tous pouvoir maîtriser au moins les bases pour référencer son site. Et si on a envie d'aller plus loin et on a envie de se faire accompagner, bah, on le fait. Mais ça m'énervait terriblement de voir qu'on faisait croire que personne pouvait le faire sans un diplôme, sans 40 ans d'expérience, sans avoir déjà bossé dans des agences. Alors qu'en fait, c'était plutôt simple. C'est incroyable. Je te propose pour qu'on lance et qu'on comprenne un peu, tu vois, d'où c'est venu tout ça, quand même, qu'on creuse un peu tout ça. Je vais aller pêcher mon canard. Que tu ailles pêcher ton premier canard. Allez, ça marche. Je te le fais vraiment comme ça parce que sinon je vais casser le micro. J'avoue que c'est la première fois qu'on le met sur table. Normalement, ils sont au sol. Okay. C'était juste qu'on a changé de cadrage. Est-ce que tu veux que je te les mette au sol pour que tu aies vraiment quand même cette petite sensation de pêche? Je l'ai eu, t'inquiète. Après, imagine, là on refait, je l'ai pas. Tu sais, on mettra un petit fume, ventilateur. 2? Ouais. Là, on est plus direct sur plutôt un peu, tu vois, l'organisation, la technique. Okay. Donc, on va parler du coup de SEO. Donc, on rigole parce que en off, on a dit qu'il y avait une question que t'adorais, mais vraiment, c'était ta question préférée en interview, qui était donc comment faire à partir de zéro une stratégie SEO en 12 étapes. C'est ça? Oui, c'est ça, je l'adore. Non, en réalité, c'est la question que j'aime un peu le moins en podcast parce que ce serait en fait trop simple. On n'a pas assez de temps pour que je te dise, ok, là, en 12 étapes, il faut que tu fasses ça. Par contre, oui, je peux te donner certaines mentions, mais ce pourquoi j'aime pas cette question, c'est parce que ça fait paraître le fait que c'est pas long de mettre en place son site internet. Et ça me fait beaucoup penser en ce moment, tu sais, il y a des pubs qui passent, je crois que c'est de Hostinger ou un truc comme ça. Okay. Ils disent, ouais, en 2 clics, j'ai créé mon site grâce à l'IA et 3 jours plus tard, j'ai fait 500 € de vente. Et c'est à peu près le même discours, tu vois. Et c'est pour ça que en général, j'aime pas cette question. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je trouve qu'on pourrait l'aborder d'une autre manière. Mais on peut quand même parler technique. Ça aurait été quoi la meilleure manière, du coup, de lancer et d'aborder ce sujet? Parce que tu dis on pourrait l'aborder autrement. Ça serait quoi, tu vois, aujourd'hui, la meilleure manière, tu vois? Je pense que et c'est comme ça que moi je le présente beaucoup, tu vois, quand je prends la parole, c'est aujourd'hui j'ai un site internet, je veux faire du SEO, je suis devant mon ordinateur, je sais pas quoi faire.
ok, mais par quoi je démarre, tu vois? Quelle est au moins la première étape? Et la première étape, c'est souvent celle qui fait qu'il y a 90% des stratégies SEO soit qui se plantent, soit qui stagnent. C'est toujours le même problème. Énorme. La première étape, en fait, avant même, idéalement, d'acheter son nom de domaine ou de créer son site internet, il faudrait faire une étude de mots-clés. Une étude de mots-clés, en fait, le principe, c'est que tu vas aller te dire, ok, bah, mon business, c'est ça, je connais ma proposition de valeur. Donc, dans mon cas, moi, ma proposition de valeur, c'est je t'aide à comprendre le SEO sans migraine. Imaginons que ma proposition de valeur, ce serait je vends des peluches loutres. Du coup... Vraiment dit au hasard. Vraiment, mais au hasard total. Mais au hasard. Et donc, ce que je propose, bah, c'est pouvoir acheter des peluches de loutres. À partir de là, en fait, il faudrait que je fasse mon étude de mots-clés. En fait, je sais quel service je vais proposer. Maintenant, il faut que je comprenne à qui. Et il faut que je comprenne, en gros, les personnes à qui je vais proposer ce fameux service. C'est quoi les mots qu'elles tapent? Parce que si tu te poses pas cette question et tu fais pas ce travail d'étude de mots-clés avant de faire toute la suite, tu peux malheureusement devoir refaire tout ton taf, peut-être même avoir changé de nom de domaine et avoir perdu presque 12 mois, en fait, dans ta stratégie. Et c'est souvent pour ça aussi que tu vois qu'il y a des gens qui se découragent du SEO. Ils se disent non mais ça fait 3 ans j'ai mon site, j'ai tout essayé et ça stagne et ça marche pas. T'as fait ton étude de mots-clés? Ah non, jamais. En fait, on essaye de positionner son site internet sans même savoir sur quel mot-clé et pourquoi. Et l'étude de mots-clés, elle sert à ça. En gros, l'étape d'une étude de mots-clés, c'est première étape, tu dis ok, quels sont les mots-clés de rêve, tu vois, que je voudrais avoir. Ceux vraiment les idéaux pour moi. Dans mon cas, si j'avais un site de vente de peluches loutres, ce serait acheter une peluche loutre ou peluche loutre, tu vois. Et tout de suite, on se dit, ok, bah forcément, c'est ça mes mots-clés et il faut que j'aille là-dessus. Sauf qu'on oublie que nous, notre site internet, il est tout jeune, donc il peut pas forcément aller rivaliser avec tous les gens qui ont peut-être 10-15 ans de SEO dans les pattes, qui sont déjà positionnés sur peluche loutre et qui, eux, ont pris en fait une très belle marge d'avance. Donc c'est comme si tu demandais à ton site d'aller faire une compétition de CrossFit sans jamais l'avoir entraîné une seule fois. Ce qui est vraiment déconseillé, si jamais qu'on soit d'accord, déconseillé. Quoi. À déconseiller, et surtout, en fait, c'est la plus grosse erreur, et on plonge tous dedans, parce qu'on se dit tout de suite, ah bah moi c'est ce mot-clé-là que je veux. Ok, il y a les mots-clés de rêve, mais ceux-là, pour les atteindre, en fait, il y a quelques étapes. Donc l'idée d'une étude de mots-clés, c'est d'être, dans un premier temps, de chercher tous les mots-clés possibles et imaginables que tu voudrais pour ton site internet. Moi, souvent, je demande presque à mes proches aussi, tu vois, je leur dis... oh, si tu devais acheter ça, tu taperais quoi sur Google? Et en fait, j'essaye d'écouter c'est quoi leurs termes. Peut-être que moi, je pensais qu'ils tapaient peluche loutre. Peut-être que eux, ils tapent quelque chose de totalement différent. Peut-être qu'ils tapent peluche loutre super mignonne, super douce, enfin, tu vois. Et je serais passée à côté du langage de ma cible. Et l'étude de mots-clés, en fait, dans un premier temps, elle te sert à ça, en fait. Comprendre le langage de ta cible, savoir précisément sur quels mots il va falloir que tu ailles, pas ceux que tu as dans la tête, pas ceux qui sont pour l'ego, mais ceux qui vont vraiment répondre à un problème. Et la deuxième étape de l'étude de mots-clés, c'est d'aller vérifier que tous ces mots-clés-là que tu voudrais, déjà, il y a vraiment des gens qui les tapent. Donc, tu vas aller chercher le volume. Le volume, c'est tous les mois, combien de fois il y a quelqu'un qui tape ce mot-clé-là. Donc, si on a un volume de 10 sur peluche loutre, c'est-à-dire que tous les mois, il y a 10 personnes qui vont taper peluche loutre. Si d'un coup, tu t'as focus toute ta stratégie sur des mots-clés où il y a 0 de volume, t'essayes de cibler personne, en fait. Et ça fait partie d'une des plus grosses erreurs. Et enfin, la dernière étape d'une étude de mots-clés, c'est d'aller vérifier la concurrence. Est-ce que tu peux prétendre à aller taper ce mot-clé-là? Est-ce que tu peux aller concurrencer? Est-ce que c'est pas trop haut pour toi? Et quand tu as fait ce travail-là, en fait, tu sors presque avec un plan d'action en fait, pour ton site. Tu sais quels sont tes mots-clés, quel est le langage de ta cible, quels sont les mots sur lesquels tu peux prétendre aujourd'hui et ceux que tu pourras prétendre dans peut-être 6 ou 12 mois. Et ça te donne les étapes de, ok, par quoi je commence, sur quoi je commence à écrire, quelle page je vais créer en premier. Et si tu loupes cette étape-là, tu passes ta vie à ramer et à te dire « Oh, mais le SEO, c'est épuisant et les résultats, ils sont super longs. » On me dit toujours « Ok, c'est compliqué, c'est trop long à arriver et c'est assez mystique. » En fait, l'erreur, elle vient souvent de la base parce que quand tu as fait ton étude de mots-clés et que tu sais déjà sur quoi tu veux te positionner et que tu commences avec des mots-clés à ton niveau, moi, j'ai des résultats en moins de 2 semaines sur mes premiers sites, tu vois. Tous les entrepreneurs avec toutes leurs idées qui ont 50 noms de domaine différents à acheter sont en PLS. On est à la première minute de l'épisode. Mais je suis ravie de savoir que je suis pas la seule à acheter beaucoup de noms de domaine quand j'ai une idée, par contre. C'est le classique, c'est une idée. Ou tu chopes le blaze Insta aussi. Bah, bien sûr. Tu bloques le compte. Clairement. Mais tu sais qu'on j'avais un pote, pas un pote, avec quelqu'un qui est passé... Victor, d'ailleurs, petite dédicace, qui était l'épisode 2 du podcast sur le multipreneuriat.
Excellent. qui lui, tellement il achetait, parce que tu imagines multipreneur, plein d'idées, voilà, Oui. il a été en train de développer comment ça s'appelle? Tu sais, une extension Google Ouais. qui te bloque pour pas que tu achètes de nom de domaine quand tu as une idée. Tellement. C'est une super blague. Genre, Tu vois j'aime un peu beaucoup. l'idée? En mode, Non, mais es-tu j'aime beaucoup. vraiment sûr? Est-ce que Est-ce vraiment... Tac, tac, que tac. vraiment ça va te servir? Ouais. Tu vois, je comprends. Je pense que rien que cette année, j'ai dû en acheter une centaine. Ok, propre. Après, moi, il y a le métier aussi. Mais j'avoue que j'ai l'achat de nom de domaine facile. Ok. Ça, Sympa. Mais tu vois, par exemple, si tu fais une étude de mots-clés, tu sais tout de suite quel nom de domaine acheter. Moi, j'ai une vraie question. Pareil, hein, je fais beaucoup de parallèles avec le multipreneuriat, puisque c'est un sujet que forcément je maîtrise. Moi, tu vois, le terme multipreneuriat, c'est une notion qui est extrêmement nouvelle, si on regarde. Ouais, Donc, il y a c'est vrai. très peu de recherche dessus. Enfin, si tu tapes Mhm. une recherche, même, ça te dit désolé, il n'y a personne, quoi. La question, c'est est-ce que j'ai, tu vois, quand même, dans une logique de positionnement, de branding, etc., un intérêt de me positionner sur des mots-clés en ayant, tu vois, peut-être se dire, ah bah il y aura une recherche plus tard où ça va évoluer. Ouais, clairement. Aller chercher des volumes zéro en te disant, ouais, mais si je suis déjà positionnée sur ce volume, quand il y aura du monde, j'aurai déjà de l'avance. Oui, c'est à faire, mais pas en première stratégie. Tu le fais quand tu as déjà une bonne base, que tu as déjà atteint au moins tes premiers mots-clés business. Ce que j'appelle des mots-clés business, c'est vraiment, tu sais que c'est des mots-clés qui vont te ramener de l'argent, tu vois, tout de suite. C'est d'ailleurs ceux-là que je conseille de cibler en premier, parce que le SEO et la création de son site, ça peut demander un certain investissement. Si tout de suite on cible les mots-clés où on sait que ça va nous rapporter du business, ça rassure aussi. Tu veux dire les mots-clés, du coup, juste pareil pour vulgariser, Ouais. on est bien d'accord, les mots-clés où, en fait, Tu, dans l'intérêt de recherche, il y a une décision d'achat qui tu est sens que la proche. personne, en fait, elle cherche à acheter, ou alors ça répond parfaitement au service ou à l'offre que tu proposes. Ça, c'est un mot-clé business. Ce que tu disais, par exemple, tout à l'heure sur ta boutique de loutre, ça serait achat peluche de loutre, quoi, directement. Entre quelqu'un qui va taper peluche loutre mignonne ou quelqu'un qui va taper acheter une peluche loutre, c'est un mot-clé business puisque l'intention de la personne derrière, c'est d'acheter. Alors que peluche loutre, tu sais pas si elle veut regarder des idées, si en fait elle se renseigne sur les différents modèles. Il y a un peu plus d'informations, tu vois. Elle cherche à se renseigner alors que là, elle cherche à acheter. Et c'est d'ailleurs pour ça quand on fait une étude de mots-clés, c'est tout de suite on va chercher les mots-clés business qui sont les plus atteignables facilement pour amener de l'argent le plus vite possible, pour aussi en fait se dire et se rassurer aussi sur le fait que le SEO c'est un bon canal pour nous. C'est génial, tu es vraiment dans une logique de conversion, c'est-à-dire tu commences par tes mots-clés qui te rapportent du business tout de suite, et ensuite j'élargis. tu remontes. C'est ça. C'est plus ce que loin, j'avais là. fait pour Wallaxy à Montpellier au début. Ouais. Quand je me suis occupée de leur... Wallaxy, juste pour recontextualiser, ouais. si jamais il y a des personnes qui connaissent pas. Wallaxy, c'est un outil de prospection sur LinkedIn. Mhm. Je me suis occupée de leur référencement pendant 5 ans. J'étais la première salariée. Ils m'ont d'ailleurs recruté avec une fiche de poste où c'était couteau suisse communication. Je leur avais dit non, on va faire du SEO. Et ils m'avaient suivi dans cette idée alors que tu vois, jeune entrepreneur et ils n'avaient pas encore trop d'argent à ce moment-là. Donc ils ont fait un beau coup de poker, on va l'appeler comme ça. Ouais, parce que juste en termes de résultats, pareil pour positionner, tu sais, mettre les bases directes des réalisations que tu as fait avec eux. Ouais, bah on va dire que en moins de 2 ans, on est arrivé sur 3 millions de trafic SEO par an. Un peu plus de 300 000 visiteurs par mois en fonction des périodes. Ouais. Donc oui, beaucoup de poker et surtout ça leur a permis de générer leurs premiers clients en fait, là, très vite, très vite, parce qu'on est allé sur ces fameux mots-clés business. Je sais plus pourquoi on en était là. Tu parlais de... On était sur le canal, je pense. Et yes. c'est la stratégie que tu as fait avec Wallaxy. Et donc au début avec Wallaxy, justement en se disant, tu sais, ces idées reçues du SEO, de moi il me faut du ROI vite, et le SEO c'est trop long, pour leur prouver aussi que c'était pas forcément le cas, tout de suite j'ai ciblé des mots-clés business. Donc pour eux, le cas précis c'était outil de prospection LinkedIn, tu vois. Quelqu'un qui cherche ça, il cherche un outil de prospection LinkedIn, donc Wallaxy est la meilleure réponse possible pour cet utilisateur. Et ensuite, une fois qu'on a un peu atteint les premiers mots-clés business, j'ai commencé à élargir jusqu'à aller taper le mot-clé prospection lui-même, tu vois, qui est très large, parce que quelqu'un qui tape prospection, il veut pas forcément faire la prospe LinkedIn, tu vois. Il y a aussi une notion de beaucoup de gens cherchaient de la définition. Mais pour autant, c'était une intention de conversion indirecte, on va l'appeler comme ça. On va dire que les gens cherchaient à s'informer, mais en même temps, s'ils s'informent sur la prospection, c'est que ils cherchent un canal, donc tu peux les amener à les éduquer en leur disant « Hey, on peut aussi prospecter sur LinkedIn ». Parce que pas tout le monde ne savait à l'époque. Bien sûr. Mais avant, en fait, d'aller taper des gros mots-clés qui ramènent beaucoup de trafic, tout début, on s'en fout. On va chercher du 10 de volume, des tout petits, mais on sait que quasi la conversion, elle est de 1 sur 1, tu vois. Et parce que tu es dans une logique où ces
du coup, c'est prospects ou même prospects potentiels, parce qu'ils Ouais, c'est clair. sont même pas encore prospects, mais sont dans des intentions de recherche où en fait, peut-être qu'ils seront convaincus, éduqués, peut-être dans 6 mois, 1 an, voire plus, à faire de l'achat. Donc en fait, tu es obligé de... Enfin, je veux dire, pour commencer à faire cette stratégie-là, Mhm. comme tu as dit, il faut d'avoir mis toutes les autres strates C'est ça. avant. Faut commencer petit en fait. Faut commencer à son niveau. Faut commencer. Tu vois, quand je suis arrivée chez Walaxy, pas de site, pas de blog, rien. On va pas aller tabasser des plus gros concurrents qui sont déjà dans le milieu depuis quelques années, tu vois. Non, on va commencer petit. On va essayer de voir, ok, c'est qui notre cible. Même si dans ta cible il y a plusieurs personas, bah t'en prends un déjà pour commencer, pour voir si ça marche. Et tu prends les mots-clés très précis, qui vont être plus petits, c'est sûr. Donc t'as moins l'impression du gros ego, on me dit ouais, je sors un mot-clé, il y a 25 000 personnes qui cherchent tous les mois, je top 2. C'est cool, mais si ça te rapporte 0 derrière, ça a rien, tu vois. Et c'est ce que j'apprends aujourd'hui déjà à mes clients, aux personnes que je forme aussi. C'est aller chercher des mots-clés pour juste avoir du trafic. On s'en fout, mais royal. Est-ce que ça te ramène de l'argent ? Est-ce que ça sert ton business ? Est-ce que ça t'aide, tu vois, vraiment à rentabiliser la stratégie que tu es en train de mettre en place ? Tu dis, tu as plusieurs clients différents, du coup, tu vas chercher à identifier ton ICP. Ça te parle? C'est quoi pour toi, Ideal ICP ? Customer Profile, Ah, ok. donc ton client idéal. Et c'est lui que tu vas cibler, ou alors non, tu vas cibler peut-être celui qui est le plus proche d'acheter. Ou... Celui qui est, du moins, que tu peux atteindre le plus facilement dans un premier temps. Ok. Si ton ICP, c'est le cas, tu sais que tu peux l'atteindre facilement et que ça te demande pas 6 mois d'éducation pour l'atteindre, go. Par contre, si tu sens qu'il te faut 6 mois, 1 an de contenu pour un peu le chauffer, il faut passer par des ads, etc., essaye de voir si tu peux pas attaquer sur quelqu'un qui serait prêt à convertir tout de suite. C'est génial. Et tu as dit autre chose qui m'a frappé. Tu as dit, tu sais, tu te lances sur des petits mots-clés et tu vas attendre 6 mois d'être prêt pour aller chercher des gros mots-clés. Quand est-ce que tu es prêt? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu te dis, ça y est, maintenant on peut aller sur les gros mots-clés? J'adore, je pense que c'est une des questions qu'on me pose le plus. Ouais. C'est, ok, comment je connais en gros mon niveau de concurrence? Alors, 2 options. Option 1, ton site il est vraiment très neuf, t'es positionné sur 0 mots-clés. Bah, on va commencer tout doux, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un indice de concurrence qui est à moins de 1000. Okay. Pour pour trouver son fameux indice de concurrence, c'est assez simple. Tu vas sur Google, tu tapes une commande, c'est InTitle, 2 points, et là tu mets ton mot-clé. Et en fait, ce que tu dis à Google en faisant ça, tu lui dis « Hey, je voudrais que tu me sortes tous les sites qui, dans leur titre SEO, utilisent ce mot-clé-là. » Donc, si ces sites-là utilisent ce mot-clé-là, c'est des gens qui veulent se positionner sur ce mot-clé, donc c'est tes concurrents. Et ensuite, tu as un petit onglet chez Google qui s'appelle « Outils » et il te sort le nombre de résultats. Le nombre de résultats égale le nombre de sites qui cherchent à se positionner. Le nombre de résultats, on est d'accord, c'est le petit chiffre qui est sous ta barre de recherche qui dit moi, c'est mon outil principal. Résultats, ça, c'est mon outil principal pour le SEO. Parce qu'en gros, Google, avec le filtre que je viens de lui donner, donc avec la commande InTitle, il me dit, sur ce mot-clé-là, dans leur titre, il y a 2000 sites qui cherchent à se positionner. Donc, je sais que moi, je suis en train de me batailler contre 2000 concurrents. Et quand on commence, je recommande pas d'aller au-delà des 1000. Ok, donc vraiment d'essayer de se positionner sur ces mots-clés moins de 1000, quoi. Par contre, si tu as déjà un site, donc tu as déjà une stratégie en place, ou du moins tu es déjà positionné sur des mots-clés, même si c'est pas des positions 1, tu vas regarder sur ces mots-clés-là quel est l'indice de concurrence. Si par exemple tu es positionné top 3 sur un mot-clé où il y a 10 000 de concurrence, tu sais que c'est ton créneau. Et si tu sais que tu peux te positionner... En gros, l'info que ça te donne, c'est que si tu as réussi à te positionner aujourd'hui sur un mot-clé en top 3 avec 10 000 de concurrence, c'est que tu peux aller taper d'autres mots-clés qui ont 10 000 de concurrents. Et en fait, petit à petit, tu montes, tu tentes. Ok, je monte à 10 500, 12 000, 13 000. Et si à un moment donné, tu vois que tu stagnes, c'est plafond de verre, faut que tu redescends. Okay. Et tu fais ça en fait tout le temps. Tu vois, tu dis ok, je tente un peu plus. Ok, ça passe. Oh, ok, ça passe. Tu vois, moi, quand j'ai lancé mon propre SEO, et j'ai tardé, c'est toujours comme ça. Bien sûr. Ça, c'est pas drôle. T'inquiète, on se met à faire notre personal branding avec Kevin, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, client first, parce que... Client first. Même logique, tu commences à mettre au service les personnes qui payent tout de suite. Quoi. Client first. Et toi, tu te payes. Et donc, moi, j'ai commencé mon SEO là, il n'y a pas longtemps, donc au mois d'octobre. Et pareil, tu vois, je me suis dit, ok, je sais pas à quel point je peux aller tabasser sur des gros mots-clés. Donc au début, j'ai commencé tout petit, et quand j'ai vu que je me positionnais en top 3 sur un mot-clé où il y avait 20-30 000 de concurrence, je me suis dit, ok, mais en fait, je peux taper plus haut, taper plus haut. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai stagné sur un mot-clé où il y avait 50-60 000 de concurrence, et je me suis dit, ok, là, je suis dans cette tranche, faut que j'attende un peu, faut que je continue à produire du contenu, faut que je continue en gros des efforts sur ma strat, et puis petit à petit, je vais pouvoir débloquer le palier d'après. Parce que du coup, l'outre SEO, t'as pu te positionner relativement facilement dessus. Ouais, c'est facile. Agence SEO, c'était peut-être un peu plus difficile. Agence SEO, c'est beaucoup plus dur parce que tu imagines bien que le nombre d'agences SEO qu'il y a rien qu'en France,
Et ceux qui essayent de se positionner dessus, c'est monstrueux. Donc après, il y a aussi une logique de est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'énergie et parfois autant d'argent dans un mot-clé et donc de passer peut-être, tu vois, là aujourd'hui je veux me positionner sur agence SEO, peut-être ça va me prendre 12 mois à full time quasi à vouloir décrocher ce mot-clé-là. Est-ce que c'est pas plus intéressant pour moi d'aller passer du temps sur d'autres mots-clés qui ont un peu moins de volume et qui ont moins de concurrence, sur lesquels je vais en fait déjà commencer à générer du trafic, je vais chercher des clients. C'est un truc que tu dis souvent et que je trouve ça... En vrai, désolé, mais bon, porte en français... Tu dis mettre du budget sur ton SEO, mais le SEO c'est gratuit, non? T'aimes bien ça aussi, hein. Ta deuxième question préférée, quoi. Et en vrai, tu vois, je comprends pourquoi les gens pensent que le SEO c'est gratuit, parce que quand tu traduis référencement naturel, c'est pas du tout la bonne traduction. En français, on dit référencement naturel. C'est pas naturel, hein, je vois pas dans quel monde tu appuies sur publier là et ton site il va se positionner tout seul. Donc déjà il y a rien de naturel et on pense que c'est gratuit parce que c'est pas du ads et donc on paye pas. Mais il y a quand même des coûts et ces coûts-là ils peuvent être soit humains. Donc imagine moi je passe une semaine tous les jours à bosser mon SEO, bah je suis mon propre coût en termes de temps. Et après tu peux avoir des coûts aussi rien que outils, nom de domaine, stratégie de lien si t'en fais. Ça peut monter vite, ça peut monter fort. Et si ça m'est déjà arrivé, moi, d'accompagner, tu vois, des grosses boîtes qui ont des très gros enjeux SEO et qui veulent aller chercher des mots-clés très, très, très concurrentiels. Là, je te parle pas de 60 000 concurrents. Là, ça tabasse. Le concurrent d'en face, il a une stratégie où il dépense 40 000 balles tous les mois pour acquérir des liens. Si tu veux pouvoir espérer juste le rattraper, tu vas sûrement devoir mettre le même budget. Ou alors faire preuve de beaucoup de créativité et de culot, mais ça passe pas tout le temps. Donc oui, ça coûte de l'argent. Pareil, juste pour vulgariser, tu parles d'achat de liens. Ouais. 40 000 balles d'achat de liens, mais attends, de quoi tu me parles, tu vois? Parce que juste pour recontextualiser, hein, là du coup on était sur une émission où c'est des personnes qui sont entrepreneurs et qui veulent souvent développer leur audience, développer du coup leur référencement, être reconnus en fait comme experts de leur thématique. Et pour ça, pour se positionner un peu comme les experts de leur thématique. Tu vois. Le SEO, en général, je le découpe toujours en 3 piliers. Premier pilier, c'est ton pilier technique. C'est tout ce qui va faire que ton site, il est fonctionnel. Il est rapide, il est efficace, tu peux naviguer dessus. Il tient le coup s'il y a 50 personnes qui vont dessus. Donc ça s'entretient tous les mois. T'as ton deuxième pilier, c'est ton pilier contenu. Donc c'est tous les mots que tu vas fournir à Google. Les articles, les pages que tu vas écrire, même tes fiches produits, c'est du contenu. C'est un peu ton carburant pour que tu puisses avancer pour aller chercher tes mots-clés. Ensuite, tu as un troisième pilier, ce qu'on appelle le pilier confiance. Le pilier confiance, en fait, c'est tous les liens que ton site va recevoir de sites externes. Et c'est hyper important en SEO parce que c'est le moyen pour Google de savoir si tu es fiable ou pas. C'est un espèce de bouche à oreille version digitale. Ton site, il est tout neuf. Tu viens de l'ouvrir. Comment Google, il sait s'il peut te faire confiance ou pas? Eh bien, souvent, ça passe par le fait qu'il y a quelqu'un en qui il a déjà confiance, qui va faire un lien vers toi. Et en fait, en faisant ce fameux lien, il va dire à Google, tu peux y aller, moi je lui fais confiance. Et en fait, en faisant ça, Google va se dire, ok, telle personne m'a parlé de toi. Cette personne, je lui fais confiance. Ok, donc peut-être je peux te faire confiance aussi. Donc je vais peut-être venir te voir un peu plus souvent. Puis je vais visiter ton site encore un peu plus. Ah, ton contenu que tu fais, il est sympa. Ah, finalement, je vois que t'es fiable. T'as des bons avis. Oh, on continue de faire des liens vers toi. Trop, trop cool. Bon, vas-y, je te mets un peu dans ma boîte des chouchous. Et si demain, j'ai un de mes internautes qui cherche Peluchoutre, peut-être que ce sera toi que je vais pousser sur la première page. Ça se construit avec le temps. Et ces fameux liens, il y a 2 façons. Soit tu les obtiens naturellement, alors là, c'est le meilleur des business. Parce que les gens parlent naturellement de toi. Ça peut arriver quand tu as beaucoup de notoriété. Ça peut arriver aussi quand tu as des médias qui parlent de toi. Donc imaginons, moi, j'ai des liens assez naturels chaque fois que je passe dans un podcast ou que je vais aller faire une émission. Parce que le site de l'émission va forcément faire un lien, me donner vers un de mes sites ou de mes profils. Et tu as la deuxième option, c'est aussi, il y a aussi tout ce qui est annuaire gratuit. Tu peux t'inscrire dedans, ça fait un lien, même page jaune, tu vois, à l'époque, c'était un super hack. Tu t'inscrivais sur page jaune, ça te faisait un backlink, t'étais en mode wow. Donc là, page jaune me recommande, ouais, Google, tu vois, bon, ça marche plus aujourd'hui. C'est vrai, déception. Bon, à toutes ces heures passées sur page jaune. Il y en a même des fois qui sur le bon coin. Poussent sur Wikipédia, etc. Mais bon, après, il y a eu des règles de Google qui a compris les petits superfuges. Et ensuite, il y a l'option, t'as un peu de budget et t'es en capacité de te faire accompagner dessus.
on peut aller acheter des liens, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des sites qui mettent à disposition un espace sur leur site à eux, donc sur leur blog. Donc, pour une grosse notoriété, ouais, une image plutôt positive c'est ça. sur Imagine Google. le blog du modérateur qu'on connaît plutôt bien. Ouais. Tu peux acheter un lien chez eux, ça coûte très cher. Ok. En échange de cet achat de lien, en fait, ils vont faire un article ou une page sur toi. Ok. Tu vas pouvoir choisir sur quel lien tu as envie qu'il te fasse cette fameuse envoyée de balle. Ok. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que toi, tu vas acheter un lien. Donc, le blog du modérateur qui est très connu va parler de toi. Donc, ça peut t'aider dans ta notoriété. Il y a des limites à ça. Ouais, j'allais dire juste pour imaginer, parce que c'est tu vois, un monde qui peut être très sombre. Très sombre. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites salement. Et Ok. ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, on me demande est-ce que l'achat de liens, c'est autorisé ou pas. Google ne dit jamais oui, ni jamais non. Ok. Donc, tu sais jamais trop. Mais tu vois, un achat sur de liens sur un blog comme le modérateur, blog du modérateur, ça coûte combien? C'est juste pour se rendre compte, tu vois, d'un point de vue ça a fourchette. sûrement changé depuis, mais à l'époque, je crois que j'avais payé, moi, pour un lien, donc une petite page de moins de 500 mots, ça a été 12 000 hors taxe. Ok. Et ça, mais par contre, là, tu vas chercher du lien média. Donc forcément, les liens médias, tu peux aussi payer chez Forbes, tu vois. Et souvent, d'ailleurs, tu dois recevoir quelques mails en tant qu'entrepreneur. Bien on te sûr. demande de payer pour un article chez BFM TV. C'est clair. C'est clair. Voilà. C'est clair. Ça fait partie, en fait, des campagnes de liens. C'est un super moyen de rémunération pour les médias, en fait. Ouais, clairement. En gros, eux, ça leur permet grâce à leur puissance SEO, d'aller monétiser leurs médias. C'est une façon de le faire via le SEO. Et par contre, l'achat de liens, ça se fait pas n'importe comment. Faut être prudent. Il y a des règles. Il y a une façon de le faire. Et c'est pas parce que demain, j'ai 100 000 balles à allouer tous les mois sur ce sujet-là que je vais être mieux positionné qu'un autre. Google est pas dupe. Ça doit se faire, en fait, en même rythme que ton site. Tu vois, mon site il est tout neuf, j'achète 15 000 liens. Okay. Google, hop, allez hop, tu dégages. Par contre, il faut le faire de manière assez naturelle, il faut le faire proprement, il faut faire en sorte que les liens ils font du sens avec ton site internet. Tu vois, et en gros, il y a des petites règles comme ça qui font que tu vas pas aller vers la ligne rouge qui fait que ça va pénaliser ton site, mais ça va juste le booster. Aujourd'hui, c'est un des plus gros facteurs de positionnement dans l'algo de Google. Mais ça peut changer. Comme d'hab, c'est l'algo de Google. Donc peut-être demain, il va se dire, ok, tout le monde abuse trop des liens, donc j'enlève le fait que ça donne du poids. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, le SEO, c'est ces fameux 3 piliers dont je t'ai parlé. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est quand tu travailles les 3 en même temps, et pas quand tu vas en isoler un et tout mettre dessus. C'est vraiment une synergie entre les 3. Il faut bosser les 3 tous les mois, toutes les semaines, tout le temps ensemble. Comment t'as découvert ces 3 piliers? À force de me planter. Bonne base. À force de me planter, à force d'avoir des stratégies qui stagnent. Tu vois, moi, mes propres stratégies au début, je me disais, ok, donc là, j'ai super bien décollé, là, je me casse la gueule, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'analysais, ok, bah ça va, mon site, il tourne bien. Ok, est-ce que j'ai publié assez de contenu? Ah non, pas tant. C'est quand la dernière fois que j'ai reçu des liens? Ah, ok. Et quand tu lis bien aussi les communications de Google, parce qu'il en fait assez fréquemment, il te donne en fait les ingrédients. Avec des mots à sa façon, mais il te dit, pour être bien positionné, la meilleure réponse tu devras donner. Enfin, tu vois, vraiment, il te donne les ingrédients. Il dit, bah voilà, attention, j'ai besoin que tous les sites, en termes techniques, ils atteignent au moins telle note ou que ces points-là soient validés. Le contenu, si vous l'écrivez avec l'IA, je vais vous taper sur les doigts. Les liens, je vous tape pas sur les doigts si c'est bien fait. Il faut juste, en gros, il n'y a pas de magie ou de sorcellerie autour du SEO. La quasi-majorité de mon travail, moi, c'est d'interpréter, de comprendre les communications de Google et ensuite d'en faire des tests et voir si ces tests fonctionnent. S'ils fonctionnent, je les reproduis dans des méthodes et ces méthodes, je les applique chez mes clients ou sur mes propres sites, tu vois. J'ai une question, j'ai entendu, alors pareil, j'attends d'avoir ton avis, qu'on était en train d'arriver sur un positionnement, qui avait un impact du personal branding de l'entrepreneur sur le référencement de son site. Oui, j'adore cette idée reçue, elle est géniale. En fait, c'est pas tant une idée reçue que ça, et c'est pas tellement faux. C'est juste qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qui se passe. En gros, Google, pour savoir s'il va te référencer ou pas, il va ouvrir une boîte à ton nom. Dans cette boîte, il va mettre toutes les informations possibles qu'il connaît de toi, pour savoir si t'es fiable et pour comprendre encore mieux, en fait, qui t'es et quelle étiquette il doit mettre sur cette boîte. Donc imaginons la boîte Amandine Bar. Au début, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn où je parlais de SEO. Qu'elle y voit, il se dit ok, elle parle un peu de SEO sur LinkedIn. Après, j'ai ouvert mon compte Instagram. Ok, elle me parle aussi de SEO là-bas. Puis j'ai ouvert mon site internet. Puis j'ai fait une chaîne YouTube. Puis j'ai fait une newsletter sur Substack. Et en fait, il va juste prendre toutes les informations en sa possession. Et oui,
plus il a d'infos sur toi, plus il a, en gros, des ingrédients à mettre sur ta boîte, mieux il va comprendre qui t'es et en quoi tu peux être la meilleure réponse et dans quelle thématique. Et donc, tu vas être mieux positionné. Mais ma question, c'est pas est-ce que Amandine Barr est mieux positionnée, c'est est-ce que l'agence SEO d'Amandine Barr, qui a En un fait, autre nom, tu vois, Google va mieux sortir ouais. parce que... En fait, Google comprend que ça fait partie de ma boîte. Ok, il y a Amandine Barr. Amandine Barr, elle a aussi un site qui s'appelle SEO sans migraine. Ok, donc je comprends que Amandine Barr et SEO sans migraine, c'est la même chose. Ok, je comprends que la loutre du SEO, Amandine Barr et SEO sans migraine, c'est la même chose. Et en fait, il va aller un peu gratter tout ce qu'il va pouvoir trouver pour les mettre dans ta boîte. Et en fait, plus tu vas avoir ce que j'appelle donc des liens de marque, ça va être aussi le fait de bosser ton propre SEO. Ouais. Moi, je travaille mon propre SEO. Par exemple, je vais aller regarder les mots-clés autour de moi. Donc, Amandine Barr, il y a beaucoup de gens qui tapent Amandine Barr âge, il y a des gens qui tapent l'outre du SEO. Pourquoi ? Je vais bosser mon propre SEO, donc je vais faire des propres pages pour répondre à ces gens-là. Il paraît même qu'il y en a qui tapent Amandine Barr, taille réelle, différence entre réalité et carte d'identité, il me semble. Mais bon, pas beaucoup de recherches, mais on ne dévoilera pas ce secret. Et tu sais pas les questions d'après. C'est clair. Mais en gros, donc je comprends pourquoi on se dit bosser mon personal branding, c'est bosser mon SEO. Mais en fait, c'est juste que en bossant ton personal branding, tu vas bosser ton propre référencement. Puisque quelqu'un qui fait pas de personal branding, il tape son nom sur Google. Très certainement qu'on ne va pas le trouver. Ou alors on va trouver plusieurs personnes. Il aura peut-être son classement cross de quand il était au collège. Oui, ou tu sais, les copains d'avant. Oui, copains d'avant. Ouais, on a tous fait cette erreur. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que bosser son personal branding égale booster son SEO, mais en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe. C'est en créant du contenu sur ta propre marque, en fait, ta propre nom, tu fais ton propre référencement, donc Google comprend mieux qui t'es et donc va mieux t'associer à d'autres thématiques. Parce que dans tous les cas, quand tu développes ton personal branding, tu montres en avant ton expertise, donc en fait, tu colles ton expertise qui a un certain nombre de mots-clés autour de... un nuage de mots-clés autour de cette thématique, qui se colle à ton nom, en fait, mathématiquement. C'est ça. Dans ce que tu fais, quoi. Peut-être que toi, dans ta boîte, il a ce que tu vas écrire sur LinkedIn, ce que tu vas écrire sur Insta, il va aller regarder ta chaîne YouTube, il va se dire, en fait, ok, donc je comprends que cette personne, elle est en capacité de me répondre ou de répondre à mes internautes sur tous ces sujets-là. Et donc, il va juste se dire, ok, Google, moi je le vois vraiment comme ça, il y a quelqu'un qui lui pose une question, il se dit, ok, je dégaine quelle carte ? Tu seras peut-être la carte qui va dégainer. Et donc, c'est pour ça que quand tu bosses ton personal branding, indirectement, ou qu'importe la façon de voir les choses, tu bosses ton SEO. C'est la première fois que je vois Google avec un chapeau de cow-boy. T'as vu, c'est génial de le voir comme ça. Incroyable. En mode, hop là. Et c'est vraiment ce qu'il essaye de faire tout le temps, d'ailleurs. Et du coup, la ceinture tient sur le G. Voilà, je te le dis. Ouais, je vois. Moi, je le vois vraiment comme ça. Tu vois, genre, on me pose une question et il sait pas s'il dégaine la position 0. Donc, tu sais, c'est quand t'as une réponse, avant même de pouvoir cliquer sur un site, il t'affiche la réponse. Le Saint Graal, quoi. Le Saint Graal, c'est en mode, hop là. Ou si, au contraire, il va te balancer des ads, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que la position 0 arrive même avant les ads. Ah, intéressant ça, je sais même pas. Intéressant. Après, c'est la position 0, c'est bien, mais c'est pas un goal ultime, puisque souvent, s'il affiche une position 0, c'est que tu as donné la réponse, et dans 50% des cas, les gens vont pas cliquer sur ton site. Par exemple, tu tapes Cameron Diaz âge, bah t'as eu ton info. Est-ce que tu vas cliquer sur l'article pour lire la biographie de Cameron Diaz ? Peut-être pas, parce que t'étais en train de parler avec tes potes, et tu te dis, mais à quel âge Cameron Diaz ? Et t'as eu ta réponse, et ça s'arrête là. Donc, les positions 0, c'est apprendre en fonction de ce que ça peut t'apporter. Mais c'est pas genre, il faut toutes les positions 0 et tout, c'est mettre de l'énergie peut-être pas au bon endroit. Ok. Et moi, du coup, tu vois, la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est, tu parles de cette position 0, mais moi, il y a une pseudo-position 0, je sais même pas si elle a un nom et si elle s'appelle comme ça. Tu vas me parler de l'IA. Je vais parler de l'IA, c'est sûr. Mais comment je fais pour que, tu vois, quand quelqu'un dit je veux développer mon personal branding sur ChatGPT, il y a marqué la meilleure manière de faire, c'est de contacter Nextail, tu vois. Alors, il y a beaucoup de tests qui sont faits, il y a des gens qui ont réussi à le faire. Ouais. Ça reste... En fait, en gros, dis-toi que ChatGPT, du coup, il scrape énormément tout ce qui se passe sur Google. Donc, le premier élément de réponse que je pourrais t'apporter, c'est de créer beaucoup de contenu qui est IA-friendly. C'est-à-dire liste à puce, réponse claire et précise. Tu vas vraiment faire... Ça, c'est du contenu IA-friendly, ça ? Bah ouais, en fait, c'est liste à puce, c'est super simple à scraper pour ChatGPT, quoi. Ok. C'est d'ailleurs position 0 friendly, les listes à puce aussi. Et après,
Ça reste encore, c'est trop jeune pour se dire, ok, il y a une méthode précise pour sortir dans ChatGPT quand on tape quelle est la meilleure agence SEO, tu vois. C'est trop jeune. Mais Et s'il y en la avait base, une, c'est du faudrait te scrapping. contacter pour, pour te C'est en cours de positionner. test chez moi, mais je suis convaincue que c'est passager et que c'est pas viable. Ok. Parce que, tu vois, enfin, c'est pas viable, mais en même temps, c'est un peu la même logique. Alors, c'est peut-être peut-être que je suis biaisé, mais j'ai l'impression que les Alexa, tout ça, sont un peu passés de mode, même si ça se trouve pas du tout. Et t'avais un peu ce truc de poser une question et d'être la réponse qui sortait sur ces machines-là, quoi. Donc, du coup, En fait, tout va dépendre de ce fameux ChatGPT, quelle data il scrape, par qui il passe. Est-ce qu'il va passer uniquement par Google? Est-ce qu'il va commencer à aller nous scraper du TikTok, du Insta, du LinkedIn? Et en gros, il va falloir essayer de comprendre où est-ce qu'il scrape. En fonction de où il va choper ses infos, c'est à ce moment-là qu'il faudra proposer le bon contenu au bon endroit. Je pense qu'il y a tellement de gens qui vont le faire, à un moment donné, que ça va être cut, très sincèrement. Ok. Je fais une petite parenthèse parce qu'on en a pas parlé. Enfin, pas une parenthèse, mais tu fais aussi beaucoup de contenu. T'as 100 000 abonnés sur LinkedIn. Enfin, même plus. Désolé, j'arrondis à la centaine de milliers. Ouais, C'est tu un peux peu. arrondir, pas de souci. Est-ce que tu fais du référencement sur LinkedIn? Depuis le jour 1. Comment tu fais? Enfin, qu'est-ce que tu entends par référencement, tu vois, sur LinkedIn? Tout ce qui a une barre de recherche possède un moteur de recherche et donc tu peux faire du SEO. Moi, je fais du SEO sur Airbnb, je fais du SEO sur Le Bon Coin, je fais du SEO sur tout. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une barre de recherche, ça veut dire que c'est en capacité d'identifier des mots-clés. Donc, j'applique en général sur mes réseaux ce que j'applique sur mes sites. Je bombarde. Genre, je bombarde sur ces fameux 3 piliers. Et en fait, ces 3 piliers que je t'ai parlé du SEO, je l'applique à tout. Mon pilier technique sur LinkedIn, ça va être en sorte que mon profil il soit accessible, clair, précis, tous mes liens soient cliquables. En gros, t'arrives, tu sais où t'es et ce que je te propose. Non. Mon pilier contenu, c'est de créer du contenu. Avec les mots-clés que j'ai identifiés pour moi, c'était le SEO. Donc, quasi un contenu sur un que je fais parle de SEO, même si parfois je fais un peu de brand aussi. Et mon 3e point, c'est faire en sorte qu'il y ait des gens qui parlent de moi, donc cette fameuse confiance. Et ça, tu l'as assez naturellement quand tu fais du très bon contenu sur LinkedIn. Mais en fait, ces 3 piliers, tu les prends, tu les adaptes sur n'importe quelle plateforme. Tant qu'il y a une barre de recherche, ça marche. Là où je fais le plus de SEO en dehors de Google, moi, c'est sur YouTube. YouTube, c'est pareil, c'est un moteur de recherche Tu triches monstrueux. un peu parce que YouTube, c'est quand même Google, mais bon. Oui, Je mais tu vois, rigole, c'est un peu différent dans la manière de... Ouais. Et il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui que je vois publier des super vidéos avec du contenu vraiment qui est très quali. Et ils oublient l'ingrédient essentiel. Et du coup, ce serait quoi les 3 piliers pour YouTube? Pour YouTube, forcément, il y a ta chaîne. Est-ce qu'elle est bien optimisée? Est-ce qu'elle contient les bons mots-clés? Est-ce que ton rythme aussi de publication, il est régulier? Est-ce que, en gros, quand on arrive chez toi, on sait quel type de contenu on va pouvoir consommer? En termes de contenu, forcément, il y a quelques prérequis plus exigeants sur YouTube. Qualité de vidéo, qualité du son, etc. Mais il y a quand même aussi des petits tips de SEO, notamment placer les mots-clés à certains endroits, dans les titres, dans les timecodes, dans les descriptions, dans les hashtags. Je te coupe, tu es en train de dire que quelqu'un qui voudrait être super bien référencé sur Google, il faudrait qu'ils aient des vidéos avec du super son et des super caméras. Donc, il faudrait qu'ils viennent chez Nextale, genre enregistrer leur contenu pour faire ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, je dis ça comme ça, mais bon. C'est pas moi qui l'ai dit. Vas-y. Donc, mais pour te donner un exemple monstrueux, c'est je me suis refait tous les épisodes de Hot Ones, cette émission, sur Canal+. Et il y a l'épisode de Lena Situation qui est hyper intéressant quand tu l'écoutes avec attention. Parce qu'à un moment donné, elle dit qu'elle fait beaucoup de SEO sur YouTube. Énorme. Et que notamment son nom, Lena Situation, de base, elle l'a changé pour des raisons de référencement. Wow. Qu'elle n'a pas pris Mafouf à la base, parce que quand elle tapait ça sur YouTube et sur Google, il pensait qu'elle faisait une faute d'orthographe. Et donc, c'est pour ça qu'elle a pris Situation, pour deux raisons. La première, pour des raisons de référencement, et 2, parce qu'elle savait aussi qu'une partie de sa cible était à l'international. Donc, Situation, c'est super facile à dire en anglais, tu vois. Donc, même les plus grands youtubeurs qu'on connaît, ils font du SEO YouTube et ça se voit dans leur manière de construire leur description ou des fois même leur chaîne, tu vois. Incroyable. On a parlé beaucoup de SEO, etc. Après, le timing, il est quand même serré. Donc, petite question. Là, tu vois, on est allé sur des sujets que tu as quand même l'habitude de traiter, que tu maîtrises bien.
C'est quoi les questions qu'on ne te pose pas ou que tu n'as pas l'habitude de répondre et que tu dis, tiens, ça serait vraiment pertinent, tu vois, sur le... Celui où en fait, c'est même ça vient presque jamais à l'esprit des gens qui font du SEO et je comprends pourquoi. C'est il y a un truc auquel on pense pas, tu vois, c'est je te disais, donc tu as les mots-clés que tu veux cibler parce que tu veux faire du business et tu veux toucher une cible. Mais il y a aussi des mots-clés qui sont hyper intéressants, c'est tes mots-clés de marque. Et notamment dans ces mots-clés de marque, il faut t'assurer que ta page 1, donc quand tu tapes ton propre nom, elle soit bien protégée. Parce que, je t'explique, la page 1, c'est censé être, en gros, un peu ton wall of fame. T'as des liens qui sont maîtrisés, ça va être que des liens de toi. Parce que quand quelqu'un va taper ton nom, t'as pas envie qu'il y ait ton concurrent qui soit positionné en page 2 et qui t'ait fait un petit article de type pourquoi il faut pas aller chez Nextel, par exemple. Si tu bosses Ça pas n'existe pas. si tu bosses pas ton propre SEO, Ok. si tu fais pas attention à protéger ta fameuse page 1 sur ton propre mot-clé, bah tu laisses l'opportunité à n'importe quel concurrent de venir s'y glisser pour faire une super page sur toi, donc se positionner sur ton propre mot-clé à toi, et pour le déloger, c'est quasi mission impossible. Je te raconte une petite anecdote. À l'époque, quand j'étais chez Wallaxy et que on avait commencé un peu depuis un an la stratégie de SEO, j'avais commencé à m'attaquer un peu, tu sais, au comparatif. Je comparais l'outil Wallaxy aux outils concurrents. Il y a un de mes concurrents qui avait très mal protégé son mot-clé en français. Je me suis retrouvée en position 1 sur son mot-clé de marque en France. Avec, en plus, comparatif, pourquoi il faut choisir Wallaxy, tu vois, sur son mot-clé en top 1. Je crois qu'encore aujourd'hui, ça fait 5 ans, il a toujours pas réussi à faire sauter le lien. Incroyable. Parce que je suis la meilleure réponse, parce qu'aussi entre-temps j'ai pris de la notoriété, parce que j'ai aussi pris une longueur d'avance en créant beaucoup de contenu, et donc s'il veut me rattraper sur la France, bon courage. Et si tu laisses tes concurrents, ou si tu leur laisses cette opportunité-là sur ta page 1, je te dis tes concurrents, mais ça peut être aussi un lien média totalement dégueulasse, hein. Ça peut être n'importe quoi qui fait qu'en gros déjà ta réputation elle va être touchée, et là on parle même pas de trafic, mais on parle vraiment de ta crédibilité, et c'est aussi là qu'intervient le SEO. Tu vois, c'est pas qu'une histoire de trafic, il y a beaucoup une histoire de conversion, mais une histoire de crédibilité. Et peu de gens vont voir ce qui se passe sur leur propre page 1, en fait. Qu'est-ce que t'appelles juste pareil, page 1? Tu tapes ton mot-clé, tu vas sur Google, et en gros, là, tu as 10 premiers résultats. Ok. T'es sur la page 1. En gros, à partir de la page 2, Ok, d'accord. c'est un peu plus sombre, mais la page 1, quoi. C'est hyper intéressant, tu vois, ce que tu dis. Nous, on travaille avec une comment dire, une agence de relations presse, où, en fait, on s'est rendu compte que les plus grandes agences de relations presse qui existent, leur service, certes, intéressant, c'est de les positionner dans des médias, être présent, Ouais. etc. Mais la vraie force d'une agence de relations presse, c'est comment les je fais liens. pour faire disparaître Oui. un élément qui existe, quoi. Totalement. Et il passe par du backlinks, en fait. Genre, protéger des noms de marque, balancer un max de liens pour que les liens faibles sautent et passent à la page 2 ou à la page 3. En fait, ils font du SEO sans vraiment savoir qu'ils le font, mais c'est comme ça qu'ils font disparaître certains trucs, quoi. Il faut remonter, en fait, les autres éléments de recherche. Comment tu fais disparaître un résultat qui te plaît pas? Tu me balances. Soit tu crées un meilleur, soit tu vas booster un contenu existant par du lien, qui fait que tu vas lui donner plus de puissance, et donc il va remonter. Et c'est pour ça qu'en général, sur des grosses marques, quand j'accompagne des clients qui ont une réputation à laquelle il faut pas... En gros, ça fait partie de leur ingrédient succès. Si dans la page 1, il y a un trou, quand je te dis un trou, c'est-à-dire que je vois qu'il y a un lien. Demain, moi, je fais une page, je m'y positionne. Donc, c'est un peu mon indicateur. Je me dis, ok, moi, je peux me positionner. Donc, ça veut dire qu'un concurrent un peu agressif qui a la dalle, il peut aussi. Je leur dis tout de suite, ok, bah là, exceptionnellement, on va aller acheter un lien média très fort, très gros, que personne ne pourra déloger. Ok. Et notamment, tu vois, faire une chaîne YouTube, même quand on n'en a pas besoin, c'est une bonne pratique. Aller créer un compte Insta, même si on l'utilise pas tout de suite, c'est une bonne pratique. Parce qu'en fait, tu vas créer des liens forts. Instagram, YouTube, ils sont monstrueux, quoi. C'est des sites un peu connus. Enfin, vite Ouais, vite fait. Mais en gros, l'objectif, c'est de te protéger, en fait. Ok. Et du coup, je vais accélérer pour le reste, puisque c'est super intéressant, et vraiment, moi, je me laisse porter. Parce que comme c'est toi qui organise tout ce podcast. C'est moi qui organise ce podcast. De toute façon, la charge mentale, elle était ici. Dès le début, mais c'est un classique. De toute façon, il repousse la charge mentale sur les autres, c'est terrible. Petite pêche au canard ou quoi? Petite pêche au canard. Regarde, en plus, j'ai créé une mini canne à pêche. J'allais dire, je te le mets au sol, comme ça, tu... Regarde, j'ai créé une mini canne à pêche, là. Hop là. Et nous sommes sur le numéro 1. Et donc, du coup, cette fois-ci, on va parler un peu de la partie perso. Ouais. Et on va faire un petit jeu pour ça, quand même.
pour te présenter. Je vais te donner des éléments. Ok. C'est A, B, et tu me réponds du tac au tac ce que tu préfères entre les deux, si tu devais choisir. C'est Vas-y. bon pour toi? C'est bon. J'essaie de rendre ça un peu ludique quand même, que ça soit Bah. que tu prennes du plaisir quand même pendant cette interview aussi. Vu que tu l'as préparé, organisé, tout ça, à un moment. Google ou LinkedIn? Google. Ok. Grossir encore ta communauté ou doubler ton chiffre d'affaires? Grossir ma communauté. Être reconnu partout dans le monde dans le SEO ou être anonyme mais surperformer en résultat? Être anonyme mais surperformer en résultat. Ok. LinkedIn ou YouTube? LinkedIn. Vivre au bord de la mer avec un client ou en ville avec 100? Vivre au bord de la mer avec un client. Taille réelle ou taille sur ta carte d'identité? C'est réel. Une journée sans SEO ou une journée sans l'autre? Oh. Une journée sans SEO. Tout savoir sur l'IA mais devoir recommencer ton audience à zéro ou garder ton audience et ne rien comprendre à l'IA? Garder mon audience et rien comprendre à l'IA. Gérer une équipe de 50 personnes ou rester solo toute ta vie? Rester solo toute ma vie. En vrai, j'ai fait esprit de grossir un peu, Ouais. j'ai pas pris le nombre de ton agence maintenant. Bon. Sinon, mais tu m'aurais dit 20, j'aurais pris 20, mais 50 là, Alors, je te montre, franchement, la question c'était quoi? C'était 20. c'était 20. C'était 20. Donc, du coup, 20, t'aurais dit quoi? J'aurais dit 20. Ok. Pourquoi la différence juste entre 20 et 50? Parce que je crois à 20, tu peux garder grave la culture, tes valeurs. Tu peux aussi encore... tu sais, c'est con, mais tu peux connaître tout le monde dans la pièce et prendre un moment chaque semaine avec tout le monde. À 50, t'es obligé de recruter, donc déléguer le management et donc t'éloigner de tes équipes et peut-être aussi t'éloigner de tes valeurs, de ce que tu veux créer comme boîte. En tout cas, pour avoir connu les deux. C'est ce que j'allais dire, vécu ouais. de Wallaxy et là, perso. Dans tous les cas, c'est des magnifiques expériences. Ouais. Mais mon créneau parfait, moi, c'est entre de 7 à 15. Tu vois, 7-15 personnes. Pourquoi 7 à 15? 7 à 15 parce que déjà, t'es pas tout seul. Donc, t'as aussi, tu peux créer vraiment une cohésion d'équipe. Ouais. T'as du monde autour de toi et tu peux vraiment faire vivre ta vision à travers les autres aussi. Tu peux transmettre. En même temps, tu peux aussi passer ton business à un certain niveau, tu vois, tu peux déléguer, recruter des talents importants, tu peux aussi beaucoup... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, dans monter une équipe, c'est je m'entoure de personnes qui m'inspirent, tu vois, donc c'est aussi ça qui me fait vibrer et qui me donne envie de me lever le matin, tu vois. Comment t'as fait, du coup? C'est ça, on l'a pseudo-abordé juste avant, mais là, aujourd'hui, t'as une équipe, vous êtes combien exactement? 7. T'as des machines de guerre autour de toi, enfin franchement ton équipe ça a l'air incroyable. Comment t'as fait pour les recruter entre guillemets aussi vite et comment t'as fait presque pourquoi eux, tu vois? Toutes les personnes que j'ai dans mon équipe aujourd'hui, je savais déjà à un moment donné que j'allais monter une boîte avec eux un jour. Okay. Parce que toutes les personnes qui sont actuellement à mes côtés, c'est des gens que j'ai déjà rencontrés dans des expériences pro précédentes. Okay. Et j'ai toujours eu cette petite habitude, c'est que quand je croise quelqu'un qui m'inspire, même si je sais pas comment, ni pourquoi, ni quand, j'ai un petit carnet dans lequel je note. Incroyable. Et je note toujours, en gros, par exemple, je te donne l'exemple de Florent. Florent, ça a été mon tout premier manager en alternance. Et quand je l'ai rencontré, et à force de bosser avec lui, je me suis dit, je suis sûre que nos chemins vont se recroiser. Je sais pas comment, je sais pas quand. Mais je sais que, du coup, je l'avais noté dans mon carnet. Florent, Florian, ok. Et pour l'anecdote, quand j'ai lancé l'agence, eux, ils étaient en train de lancer leur agence de SEO. Moi, j'étais encore chez Wallaxy. Je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez... j'ai envie de lancer mon agence, ça y est. Je sais que vous faites la vôtre, mais ça vous dit de me rejoindre. Et ils ont plaqué tout ce qu'ils faisaient, alors qu'ils étaient dans des démarches administratives. Tu sais ce que c'est? Je vois ce que c'est. Et ils ont tout plaqué, ils ont dit « Ok, go, on vient avec toi. » Énorme. C'est beau comme élément structurant et marquant. Et c'est magnifique parce que toutes les personnes avec qui je bosse aujourd'hui et qui sont à mes côtés, c'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, donc je sais qu'on fonctionne ensemble. Je sais qu'on partage la même vision, que ce soit valeur humaine ou que ce soit même la vision du SEO, et c'est hyper important pour moi de m'entourer des gens qui partagent ma vision du SEO, surtout quand on est en contact avec des clients. Et surtout, c'est des personnes qui m'ont inspirée. Soit que je les ai trouvées presque meilleures que moi sur certains sujets, et j'étais en mode « Wow, tu m'inspires tellement !» Soit humainement, en fait, c'est des personnes qui m'ont touchée, et c'est de ces personnes-là que je veux m'entourer, en tout cas. T'as une liste de combien de noms dans ce carnet? Je ne peux pas dévoiler ça. À peu près. Pour des raisons évidentes. C'est vrai? Non, mais en vrai, j'ai entre 8 et 15 noms. Donc, c'est le nombre parfait. C'est beau. Ils le savent pas encore. Ils le savent pas encore. Tu sais, c'est le genre de... C'est ce que j'appelle faire une didine. C'est un jour, tu reçois un message d'Amandine et t'as une proposition qui sort de nulle part. Incroyable. Et qui dit « Hey, ça te dit, tu quittes tout et tu viens ?»
Et chaque fois, ça marche. Oui. Avec grand plaisir, yes, ça Bon, bah vas-y, go. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que les gens qui m'ont rejoint, ils m'ont rejoint alors qu'ils savaient pas encore si ça allait marcher ou pas. Et c'est ce qui est beau dans l'histoire, c'est que je leur ai dit, bah il y a une chance sur deux pour que ça marche pas et qu'on se plante. Ils m'ont dit, ouais, mais on se plantera ensemble. Et non. Et ça, il n'y a pas de prix. Tu pourrais faire un drop the mic. Dommage, ils sont accrochés, mais franchement, tu viens de parler de ta liste de carnets. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu fais perso qui sont complètement atypiques? Mais en fait, tu vas te rendre compte que ce carnet, il me sert beaucoup. Depuis toujours, dès que j'ai un truc que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé, je le note dans mon carnet. Incroyable. Que ce soit, par exemple, j'ai trop kiffé prendre un café au soleil, je vais le noter. Mais par exemple, j'ai eu un manager de merde et voici ce qu'il a fait. Et voici ce que je ne reproduirai jamais. Ça aussi, c'est noté. Et en fait, c'est ce qui m'aide aussi à garder le cap. Qu'importe la visibilité, qu'importe l'ampleur que ça peut prendre, je reviens toujours aux bases. Qu'est-ce que j'ai détesté? Qu'est-ce que je veux absolument pas être? Et au contraire, vers quoi je veux tendre? Et qu'est-ce qui est important? Comment j'y fais pour y arriver? Quelles sont les valeurs, tu vois? Et du coup, ce fameux carnet, moi, il m'a servi pour tout. Monter ma boîte, mais aussi rester authentique. Quand je dis rester authentique, c'est ne pas changer avec la visibilité ou changer parce que j'ai des abonnés ou parce que j'ai du chiffre d'affaires, tu vois. Et toujours, je reviens à la base et je m'entoure. C'est aussi grâce à ce carnet que je m'entoure super bien, tu vois. Parce que on oublie, tu vois, c'est cette fameuse phrase là, on dit ouais, on se rappelle pas de ce que les gens ils nous disent, mais par contre, on se rappelle de ce qu'ils nous font ressentir. Et ça, c'est très important pour moi. En fonction de ce qu'on me fait ressentir, soit je sais que oui, tu vas partager un petit bout de chemin avec moi, soit au contraire, nos routes sont pas faites pour se croiser. C'est incroyable. En fait, tu vois, ce qui est fou, c'est que on se rend compte, enfin, tu vois, on s'est croisés une fois à un événement, je t'ai proposé, on avait des contacts ensemble qui fait que t'as dit que tu venais. Mais je trouve que, donc sans te connaître, tu dégages tu vois, une certaine forme d'humanité et de douceur aussi. Et tu vois, c'est quelque chose que quand on s'est rencontrés pour la première fois, alors que tu sortais d'une conférence avec plein de monde, un exercice que tu adores et tout ça, et ben tout de suite, t'as quand même pris, tu vois, ce temps et ce truc de... C'est con, mais tu sais, tu sors d'une conf, il y a 550 000 personnes qui veulent te parler, toi, t'as qu'une envie, c'est de te barrer parce que t'as autre chose à faire. Et en fait, t'as quand même pris ce temps de juste, ok, on se pose, on discute genre 2 minutes, mais t'étais vraiment là, il y avait vraiment du contact visuel, tu discutais, tu prenais vraiment le temps avec douceur et sérénité. Et je me suis dit, franchement, balèze, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le perdent, ça, notamment quand t'as des grosses communautés, etc., en fait, j'en ai marre, tu sais, je suis sollicité tout le temps et donc je passe vite aux autres trucs. Ouais, et donc voilà, petit feedback. Mais merci beaucoup parce que ça me... En fait, il y a un travail que j'ai fait avant de lancer ma boîte, parce que j'ai toujours été salariée jusque-là. Ouais. Juste avant, en fait, avant de lancer ma boîte et avant de me lancer sur des grosses démarches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment 2-3 semaines sans aucun taf et juste avec mon fameux petit carnet. Et j'ai fait le travail très difficile qui est de poser ses valeurs. Incroyable. Et poser ses valeurs, ça peut paraître hyper flou ou hyper bullshit, mais en fait, pour moi, c'est un non négociable. Parce que c'est ce qui va te faire tenir, en fait. C'est aussi ce qui va faire que tu sais pourquoi tu le fais. Ces valeurs, c'est presque différent du pourquoi. Pour moi, c'est du fameux why. Et en fait, définir mes valeurs, et notamment la valeur de la considération des autres, considération de ceux qui partagent mon entourage, ou même juste la considération d'une discussion avec quelqu'un, c'est... Sans m'en rendre compte, c'était vraiment au cœur de tout ce que je fais, puisque j'ai commencé à publier du contenu, pas pour me rendre visible ou pour devenir une référence, mais juste parce que je me suis dit, si ça aide une personne, je suis trop contente. Et en fait, cette intention de si ça aide une personne, je suis trop contente, j'ai voulu la garder, et je la garde encore aujourd'hui. C'est pour ça on va parler monétisation à un moment donné, tu verras, mais il y a une partie de mon business qui est très accessible et très gratuit, volontairement. Dans tout ce que je fais, il y a une partie gratuite. Écoute, sincèrement, pour pas te garder, on va passer directement à cette partie-là. Mais juste avant, c'était allez, juste avant, 2 autres petits trucs. C'était une des questions, mais comme tu gères l'interview, tu l'as anticipé. C'était c'était quoi vraiment, tu vois, ton état d'esprit et ta démarche quand tu as commencé à créer du contenu? Donc, est-ce qu'il y avait d'autres éléments en plus il y en avait plusieurs. Le premier, c'était ce fameux truc de tout était très inaccessible, complexe et rendu opaque. Ça m'énervait énormément parce que moi, j'arrivais à le faire. Donc, si j'arrive à le faire et que je suis pas experte, tout le monde peut le faire. Donc, c'est qu'il y a un message véhiculé qui est pas le bon. Deuxièmement, il y avait très peu de femmes qui prenaient la parole dans le monde du référencement. Dans le web, au général, il y a moins de femmes que d'hommes, mais dans le SEO, c'était très particulier. Il y a très peu de femmes qui osaient prendre la parole et qui osaient prendre leur place.
ça m'a ça m'a nourri, tu vois, une espèce de colère aussi du traitement des femmes dans ce milieu-là qui m'a fait tenir aussi et me dire bah je sais aussi pourquoi je veux prendre ma place dans les SEO. C'est pas que pour de la visibilité, c'est pour montrer aux autres femmes que c'est possible en fait. Et aujourd'hui, c'est une grande partie de ma communauté d'ailleurs. Et c'est des messages que je reçois tous les jours, c'est merci parce que tu m'as montré que c'était possible. Ça, moi, je me réveille le matin avec un message comme ça. Je passe une journée magnifique. Ça a plus de bonbons. Et c'est parti. Ah ouais, je passe une journée magnifique. Je suis en mode, bah, trop bien en fait. Si par mon intention de prendre ma place, parce que ça a été prendre ma place et prendre la parole, c'est aussi une vraie thérapie pour moi en tant qu'introvertie. Okay. Puisque j'ai toujours rêvé pas d'être moins introvertie, mais du moins que cette partie de moi, elle prenne un peu moins de place. Et donc, prendre la parole, me forcer à écrire, à me mettre sur le devant de la scène alors que je préfère raser les murs, c'était aussi une thérapie. Donc, il y avait plusieurs intentions. Il y avait l'intention d'aider, il y avait l'intention de parler et prendre la place pour les femmes aussi. Et une troisième intention qui était prendre la place pour moi. Incroyable. Voilà. Si je te dis que en fait, tu as réuni une communauté qui est plus grande que tout le stade de France, en fait, ça fait un peu bizarre, ça, comme ça. Mais je réalise jamais le nombre d'abonnés. Et puis, je comprends, tu vois, des fois, on me dit, tu fais du SEO, et il y a t'as genre 150 000 abonnés sur du SEO, et en vrai, tu vois, je comprends le bug, tu vois, je me dis, bah écoutez, les loutres et le SEO, ça marche bien ensemble. Hein. C'est clair. Je sais pas si tu veux juste expliquer en une seconde pour les personnes qui pourraient découvrir juste pourquoi loutre. Pourquoi la loutre SEO, ouais, je savais, elle va tomber, franchement, je te le dis, je pense qu'il y a suffisamment de contenu. Soit on fait un petit teasing et on dit si vous voulez savoir, bah, on va direct sur tes réseaux et on mettra de toute façon tous les liens en bas. Soit si tu veux prendre Vas-y, je peux prendre 2 minutes pour expliquer pourquoi. Comme tu veux. Quand j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn, c'était le début du réseau et tu sais, il y avait un aspect très pompeux, très bullshit, qui peut toujours y avoir aujourd'hui, mais il y a vraiment une dimension de on se prend très au sérieux. Et moi, j'avais pas du tout envie de me prendre au sérieux parce que c'était presque un jeu pour moi. Tu vois, je me dis, ok, bah, il y a ce qui se passe quand je publie et puis il y a qui je suis dans la vie et c'est deux choses totalement dissociées. Et je me disais, mais pourquoi tout le monde se prend autant la tête? Ouais, je fais 10 cas par mois. Je suis en mode, mais venez, on est juste authentique, on est humain et on est accessible, tu vois. Et il y a eu une époque où tout le monde utilisait des emojis pour un peu renforcer la proposition ou le service qu'ils vendaient. Et moi, pour vanner, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, moi, il faut que je prenne un emoji qui n'a rien à voir, juste pour troller un petit peu, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas que... tu peux créer du contenu sans avoir une intention de « je suis le meilleur, il faut être comme ça, faut absolument utiliser un emoji pour montrer ton business, etc. » Donc, j'ai pris l'emoji de la loutre. En me disant, oh, putain, trop bien, en plus, j'adore les loutres et tout, ça a aucun sens, le SEO, les loutres, aucun sens, what the fuck, je suis sûre que ça va marcher. Et en fait, ça s'est transformé en challenge marketing pour moi, parce que je me suis dit à quel point je peux associer une mascotte super mignonne avec un truc super compliqué et faire que ça fait un combo où t'as envie de t'arrêter sur un contenu sur lequel t'aurais sûrement scrollé. Parce que de bon matin, tu vois un post sur le SEO, t'es en oulala, plus tard. Alors que s'il y a une petite loutre, super chou. Une mascotte aussi qui t'allège un peu le contenu, tu vois, c'est un peu ça que je cherchais à faire. C'est pour ça que j'ai aussi appelé ma marque le SEO sans migraine, c'est ok, on redescend un petit peu et on va apprendre les choses plus facilement. Bah, en fait, c'est devenu un challenge marketing pour moi. Et en fait, les gens qui me suivaient, mais ils ont accroché, ils ont pété un câble avec les loutres. Vraiment, ils étaient en mode, ouais, on va mettre des loutres partout. Et ce que j'ai toujours fait, moi, c'est écouter mon audience. C'est eux qui ont trouvé le nom de ma marque. Parce qu'au début, ils m'appelaient le Doliprane du SEO, tu m'enlèves la migraine, etc. Donc en fait, je me suis dit, bah ok, bah, ma marque, vous l'avez trouvée, le SEO sans migraine, allez hop. Et après, les gens m'appelaient la loutre du SEO. C'était sûrement un moyen mémotechnique de se rappeler de moi. Et moi, j'ai trouvé ça juste trop cool. Donc, je me suis dit, bah, ok, all-in. Et donc, de l'emoji, je suis passée à la mascotte 3D qui m'a pris longtemps à faire. Mais vraiment en mode, ok, vous aimez les loutres? En passant par l'achat de noms de domaine. Forcément. Évidemment. Évidemment. Et donc, j'ai fait un all-in. Je me suis dit, vous adorez les loutres? Moi aussi. Let's go. Et cette mascotte, en fait, sans m'en rendre compte, par un petit délire, c'est devenu le pilier, en fait, de... Et elle est juste là, du coup, si tu veux la montrer sur... C'est clair, finalement. C'est devenu, en fait, le vrai pilier de ma marque. Parce que, outre le fait qu'il y a ma tête qui est associée à ma marque, il y a la loutre. Et une fois, j'avais fait un post où je l'avais un peu moins mis, et toujours, mais attends, elle est où la loutre? Oui, tu peux pas supprimer la loutre, c'est pas possible. Donc, il y a un vrai engouement autour de cette mascotte, et je suis trop contente parce que, au final, elle représente tout ce que je veux véhiculer. Elle est douce, mais elle t'apprend les choses sans prise de tête, et chacun peut y voir ce qu'il veut à l'intérieur. Et du coup, question, quand est-ce qu'on arrive au moment deepfake de ta modélisation 3D pour tes formations et autres
pour l'autre. Ouais, je crois que ça va pas arriver tout de suite. Hein. Ouais. Quand même. Ouais, en tout cas, j'aime bien quand les contenus sont encore incarnés par... J'aime beaucoup l'humain, même si je comprends l'intérêt de l'IA. Pour moi, il y a un truc qui est essentiel, c'est de remettre beaucoup d'humain dans ce qu'on fait. Et donc, mettre de l'humain dans ce qu'on fait, c'est prendre le temps, moi, de tourner mes formations, c'est prendre le temps de faire des vraies vidéos, c'est prendre le temps. Tout simplement. Trop bien. Et ben, je vais te poser une dernière question là-dessus pour cette partie un peu perso. C'est justement, qu'est-ce que tu aimerais que les personnes connaissent de toi et qui connaissent peut-être pas déjà? Tu vois, t'as eu souvent l'occasion de parler, tu prends la parole, mais il y a peut-être un élément ou quelque chose où tu te dis... Ça, j'aimerais vraiment qu'ils connaissent. Moi, je pense que je me suis permise de prendre plus la parole sur ces sujets dernièrement parce que je me sens aussi plus en confiance. Tu vois, plus tu prends la parole, plus tu te construis, plus t'oses aborder certains aspects de ta personnalité. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois, quand on me voit en vrai, on me dit « Ah, mais en fait, mais t'es introverti et t'es calme. » Parce qu'en fait, les gens se font une image de toi à travers les réseaux. Et je comprends, tu vois, j'ai pas peur de prendre ma place, j'ai pas peur de tourner en format vidéo. Je suis peut-être pas la plus à l'aise en conférence, mais j'ose prendre le micro et aller parler devant 100 personnes. Mais à côté de ça, dans la vie, je suis introvertie, tu vois. Genre, il y a trop de monde, je panique. Si, tu vois, j'aime pas être trop au centre enfin, être trop mise en lumière, etc. Et ça fait vraiment partie de moi, tu vois. Et ça peut surprendre parfois. On dit, ouais, en fait, elle est hyper calme. Et un autre truc, c'est que je déteste parler d'argent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans mes communications, tu vois jamais de chiffre d'affaires. Non. Parce que en fait, j'aime pas le message que ça véhicule. Moi, quand je me suis lancée, tout le monde parlait d'argent et ça me faisait grave culpabiliser. Je me disais, mais attends, moi, j'en suis pas là, etc. Et donc, je me suis fait une promesse à ce moment-là, dans ce fameux carnet. Je me suis dit, dans ma communication, je parlerai pas d'argent. Ou du moins, si j'en parle, c'est plus en disant, voilà, ça m'a permis de faire tant de pourcentage en plus, etc. Mais je vais jamais dire, ouais, j'ai fait 500 000 € de CA en 6 mois, et toi, t'en es où, tu vois. Ce genre de communication-là, je les déteste parce qu'elles vont à l'encontre de ce que je veux véhiculer. Et donc, des fois, quand je network, quand je suis dans une soirée et qu'on parle d'argent, tu vois, souvent, je suis en mode, oulala, moi, j'aime pas parler de ça. Parce que j'aime pas ce que ça véhicule pour les gens qui commencent à se lancer. Incroyable. Va falloir speeder sur la dernière partie pour que je te laisse à l'heure. Alors là, on vous met le podcast en x4. Voilà. Merci beaucoup, c'était un super épisode. À bientôt. Est-ce que tu veux quand même le pêcher, ce dernier canard? Bah oui, attends, j'ai fait une mini canne à pêche. Franchement, j'ai quand même envie de te faire tester. Regarde, on fera peut-être en off pour que tu testes vraiment. J'ai fait une construction depuis tout à l'heure pour que ce soit parfait. Et forcément, le numéro 3. Oh, étonnant. Monétisation. Du coup, le mec qui a pas du tout écouté le podcast jusqu'à maintenant, combien tu fais de chiffre d'affaires? Genre, horrible. Horrible de ouf. Non, pas de ouf. Ouais, c'est clair. Et c'est comme ça que nous dirons au revoir, du coup. Non, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est que t'as fait quand même plein de choses. Presque. Après, j'aurais pu venir te chercher sur du multiprenariat, entre guillemets, c'est que t'as créé du contenu. Donc, avec du contenu, t'as eu plein de potentiels de monétisation possibles, divers et variés. À côté de ça, ensuite, t'as lancé une formation qui a permis aussi quand même de monétiser, tu vois. Sûr. Et là, maintenant, tu vas lancer une agence. Et je te le dis quand même, en niveau timing, il est 44. Donc, si tu veux qu'on shorte ça en mode méga rapide, c'est... En fait, moi, ce que je veux montrer, tu vois, dans cet élément-là, c'est que construire son personal branding, construire son agence, ça donne des opportunités business et ça donne des opportunités de monétisation, mais il n'y a pas une seule manière de le faire. Et toi, déjà, tu as fait plein de choses, tu vois. Et donc, je sais pas, là, vraiment, lettre ouverte. Effectivement, créer mon audience, ça m'a permis... En fait, ça m'a ouvert plein d'opportunités. Et ce qui est cool, c'est que ça m'a ouvert toutes les opportunités que je rêvais, puisque je suis quelqu'un qui m'ennuie beaucoup. Donc, j'ai besoin de faire plein de choses différentes à la fois. C'est pour ça qu'en général, tu vois, quand j'étais chez Wallaxy, je faisais pas que du SEO, je faisais aussi du SEA. Je faisais aussi du référencement payant. En fait, j'ai besoin de naviguer entre plusieurs projets. Et c'est comme ça que je suis stimulée. Et c'est aussi comme ça que j'ai les meilleures idées. En fait, quand j'ai commencé à construire cette fameuse audience et qu'elle a grossi malgré moi, malgré le fait que je me disais « Oula, oui, ça bouge beaucoup, là !» En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste écouté mon audience. Autant pour mon nom de marque, mais aussi pour ses besoins. Donc, pourquoi j'ai créé ma première formation SEO il y a quelques années? C'est parce qu'on m'a dit « Amandine, écoute, c'est cool tes contenus LinkedIn et tout, c'est trop bien, mon envie d'aller plus loin. Est-ce que tu peux pas faire une formation ?» Moi, syndrome de l'imposteur de fou, jamais fait de formation en ligne. Du coup, je me dis « Allez on va tenter !» Donc, je fais une première formation qui marche plutôt bien puisque,
en fait, les gens l'attendaient. Quand je dis marche plutôt bien, pour moi, il y a eu un assez gros nombre d'inscrits et il y a des gens qui l'ont vraiment passé, qui l'ont écouté, tu vois. Vous n'aurez toujours pas le CA. Toujours pas. Je déteste toujours ça. Ça n'a pas changé en 2 minutes. Elle dit toujours vraiment pas ça sert à rien d'insister. Et par contre, ce qui était fou, c'est que ma formation, en toute objectivité, elle était claquée au sol. Parce que tu sens que je maîtrise pas les codes, tu sens que c'est la première formation, tu sens que l'outil, je viens de le découvrir aussi, tu vois. Mais pour autant, j'ai des retours de fou. Et en fait, plus ça va, plus mon audience, en fait, elle m'a demandé des choses. Ok, cool, t'as une formation, est-ce que tu peux faire du coaching one-one? Je dis, bah, moi, je suis en CDI, j'ai même pas de statut freelance. Comment je fais? Ok, donc j'ouvre mon statut freelance. Ok, vas-y, go. Je fais du coaching one-one. Ok, je fais ça quand? Quand est-ce que je suis dispo après mon taf? Vas-y, go, je l'ouvre. Ok, Amandine, trop cool ton coaching one-one. Est-ce que tu peux m'accompagner sur 6 mois? Et il ne sait pas. Il laisse-moi réfléchir. Et donc, en fait, j'ai construit mes offres par des demandes de mon audience. Donc, aujourd'hui, je fais des formations SEO. Ça, c'est pour les gens qui veulent apprendre le SEO vraiment d'eux-mêmes. Je fais de l'accompagnement via l'agence. Donc ça, c'est les gens qui ont besoin vraiment de m'avoir à leur côté, entre guillemets, pendant quelques mois, voire quelques années, pour lancer leur business et aussi se former à mes côtés. À côté de ça, je fais aussi des outils de SEO. Donc j'ai commencé à faire des SaaS. Pourquoi j'ai commencé à faire des SaaS? Parce que mon audience, tout le temps, me dit « Mais les outils SEO, ils sont chiants. J'arrive pas à trouver ce que je veux. C'est trop cher, c'est trop si, c'est pas accessible. » Donc moi, ça plante une idée, problème, j'achète des noms de domaine. Et après, j'essaye de faire en sorte que ce soit réalisable. Une de mes règles non négociables, c'est que quand j'ai une idée, je la note à côté, je note tout de suite la première action que je peux faire pour la lancer. Sinon, toujours dans le carnet ou toujours dans le carnet, toujours dans le carnet. Je commence à avoir beaucoup de carnets parce qu'à force d'écrire, voilà. Mais et en fait, l'idée, c'est que quand j'ai une idée, je vais voir jusqu'au bout, jusqu'où je peux la pousser, même si c'est en fail total. Par exemple, là, j'ai lancé un outil de SEO de rédaction il y a quelques semaines. Peut-être c'est totalement bancal et ça va pas marcher, mais moi, j'ai besoin de savoir si cette idée, elle va fonctionner. Donc, j'y vais, je fonce. Et l'engouement, il est lunaire sur cet L'engouement outil. est assez incroyable parce qu'en 2 semaines, on a eu 2500 bêta-testeurs qui se sont inscrits. Et je t'avoue, j'ai pris une claque. J'étais en mode, ah ouais, d'accord. On va peut-être faire un truc finalement. J'étais en mode, ah ouais, d'accord. Mais ce qui me fait rebondir sur le fait que quand t'écoutes ton audience et que tu te rends disponible et accessible, parce que moi, j'essaye au maximum, tu vois, de lire mes commentaires quand je peux pas tous y répondre. Et c'est normal parce que des fois, il y a une quantité astronomique et je dois penser à ma charge mentale et aussi à ma santé. Mais je lis, en fait. Je les écoute. J'essaie de comprendre c'est quoi leur problème. Des fois, je prends des appels random, comme ça, avec des gens qui m'écrivent. Je dis, c'est quoi qui te saoule dans ton quotidien, tu vois. Et je vais beaucoup, beaucoup les écouter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a donné l'opportunité de créer plein de types de business, même si, idéalement, à chaque fois, on me dit, mais Amandine, trop bizarre ton business model, tu devrais scale, tu devrais ci, tu devrais ça, tu devrais recruter au moins 40 personnes et faire la plus grosse agence SEO de France. C'est pas ce que j'ai envie. Toujours, je me recentre. Ok, j'ai connu une boîte dans laquelle j'ai managé une grosse équipe, j'ai connu aussi une boîte en hyper croissance, j'y ai pris zéro plaisir au bout d'un moment. Donc, c'est pas ce que je veux chez moi. Qu'est-ce que je veux? Je veux effectivement avoir mes formations SEO qui, ça, est un modèle qui peut scale autant que tu veux et qui te permet ensuite de financer d'autres jolis projets, notamment comme l'agence. L'agence, je veux que ce soit une agence de proximité. Pourquoi? Parce que j'en ai marre des agences où tu sais même pas qui va s'occuper de toi et que tu vas changer d'interlocuteur toutes les 3 secondes. Donc, une agence de proximité avec une petite équipe, avec que, entre guillemets, des bulldozers à mes côtés, parce que je sais qu'ils sont meilleurs que moi sur pas mal de sujets et ça fait du bien. À côté, je teste des idées, donc je me permets un peu de créativité. Ok, j'ai envie de tester un outil de SEO, j'ai envie de faire un SaaS, j'ai jamais fait ça de ma vie, bah go, je teste. Et c'est comme ça, en fait, que ça me permet de créer mon propre modèle de réussite et pas me dire, bah les gens en SEO, ils font ça, donc je vais faire ça. C'est incroyable la manière dont tu l'as structuré. Moi, c'est c'est même mon cheval de bataille, tu vois, ce truc sur le multiprenariat, de dire, c'est cool, oui, tu peux faire énormément de choses, mais en fait, juste fais ce que tu as envie. Tes business, ils sont juste au service de ta vie. Et vraiment, fais juste des trucs que tu as envie de kiffer pour toi et ta life, quoi. Donc, je trouve ça super intéressant. Et je trouve ça très intéressant. Je sais pas si vous avez l'ouïe attentive, mais on parle toujours pas de CA. Mais je trouve ça intéressant que tu vois la formation comme un moyen de financer l'agence. Je trouve ça très intéressant. En fait, il y a certains de mes business models qui me permettent juste de, en gros, financer mes envies. Ou mes conneries. Par exemple, planquer un ours dans le plafond. Enfin bref. Voilà, on révélera pas cette anecdote. Mais en gros, tu vois,
ok, est-ce que c'est financièrement intéressant la première année de sa boîte de se dire ok, je prends des bureaux à Montpellier direct, je m'engage sur un bail avec un loyer élevé. Au niveau business, tout le monde te dirait bah non, tu prends des dépenses trop hautes et tout. Au niveau envie, moi j'ai envie d'avoir un lieu de rencontre où il y a notre identité. Et au final, ça a été l'un de nos meilleures décisions puisque ça crédibilise aussi beaucoup la marque. D'avoir des bureaux physiques, on sous-estime beaucoup ce que ça apporte. Mais oui, effectivement, c'est un choix financier qui peut être risqué aussi. Mais pour moi, mes projets doivent me porter et me donner envie de continuer. Et je dois pas être en mode, ok, business, argent, parce que déjà, ça me correspond pas. Et parce que ce que je cherche à faire dans l'entrepreneuriat et pourquoi j'ai lancé ma boîte, c'est pas pour l'argent. C'est pour enfin allouer du temps à mes rêves. C'est tout. C'est beau. Ça résonne complètement. C'est ma vision, c'est ma vision clairement des choses. Donc c'est chouette. Il y a quand même quelque chose qui m'intéresse. Et après, je te laisse là-dessus. C'est tu as eu forcément, comme tu crées du contenu, tu as eu forcément d'autres opportunités business, Oui. d'influence, enfin autres, ou etc. Est-ce que c'est des opportunités business de monétisation que tu as utilisées? Et surtout, est-ce qu'il y en a du coup que tu as refusé et pourquoi? Oui, forcément, il y a une porte qui s'est ouverte à moi que je sous-estimais totalement. C'était le fait qu'il y ait des marques qui veulent collab avec moi parce que j'ai un nombre d'abonnés. Et d'un coup, j'étais en mode ah bon? Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et donc, je me suis posé beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, je l'actionne, mais je l'actionne à ma façon. C'est-à-dire que je vais accepter de la collab avec des marques que quand j'ai déjà testé la marque et quand ça fait du sens pour mon audience. Donc, je vais souvent accepter majoritairement que des outils de SEO ou des choses qui vont permettre à mon audience de s'améliorer ou leur donner des tips, tu vois. Je crois que ça fait un peu plus de 2 ans, tu vois, que je suis en collab avec un outil de SEO qui s'appelle SEOranking. C'est hyper intéressant pour mon audience. Moi, c'est une manière de rémunérer ma création de contenu et c'est ultra nécessaire vu le temps qu'on y passe. Mon audience l'a complètement compris. Ils ont dit, mais attends, t'as vu tout ce que tu nous files comme contenu gratos? Mais bien sûr, rémunère-toi. Vraiment, c'était limite, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Et ça, c'est aussi, ça arrivait aussi, et ça a pas brusqué mon audience parce que je leur parle aussi de mes freins, de mes contraintes, de mes galères. Et des fois, créer du contenu, bah, ça prend beaucoup de temps et des fois, ça rapporte pas beaucoup. Enfin, quand on fait beaucoup de gratuit, il y a une limite assez fine, tu vois, c'est un peu la malédiction de CapCut. Ils ont fait une app qui est tellement magique, qui est tellement accessible en gratuit, que c'est difficile, je pense, à un moment donné pour eux de passer en payant. Et moi, j'avais pas envie de passer là-dedans parce que j'ai pour principe que déjà, je travaille pas gratuitement, mon temps a de la valeur, et ça vaut pour tout le monde. Donc, il fallait que je trouve des moyens de rémunération pour continuer à faire ce que j'aime. Et donc, la sponsor, notamment de marque ou de contenu, s'y prêtait bien, à condition que ça marche. Et à quel moment, tu vois, comme tu dis, c'est pas forcément facile de faire ce switch. À quel moment, dans ta création de contenu, tu vois, le fait que tu crées cette audience, etc., tu t'es dit, alors on a bien compris que ça a été une source où en fait tu as pu identifier des besoins et donc apporter des solutions sous différents formats pour répondre à différentes problématiques, mais à quel moment vraiment tu as eu ce truc de, ok, je vais pouvoir monétiser de différentes formes cette audience, tu vois? Est-ce qu'il y a eu un vrai déclic? Non, il n'y a pas eu de déclic. En fait, plus j'ai monétisé sans m'en rendre compte. Et à un moment donné, je me suis dit, ah bah peut-être je peux en vivre. Et du coup, quand je me suis dit, ah peut-être je peux en vivre, c'est cool. Donc ça veut dire que je vais juste continuer ce que je fais, mais je vais l'améliorer. Tant que ça restait dans mes valeurs et que ça restait accessible pour mon audience. Parce qu'il y a aussi ce risque, tu sais, tu prends des abonnés, d'un coup ta formation elle fait x3 en prix. Et du coup, bah tu réponds même plus aux besoins de ton audience, tu deviens juste un vendeur de formation babouche, quoi. C'est un peu comme ça que je les appelle. Et à chaque fois, je me ressens sur les valeurs. C'est aussi pour ça qu'il y a des portes que j'ai fermées. Notamment, tu vois, c'est con, mais il y a des marques des fois qui me proposent de sponsor mon contenu, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Alors, il y a plein de gens qui diraient oui parce que c'est de l'argent, mais moi, je trouve que ça fait pas sens. Et je serais même pas à l'aise de publier ce post-là. Je me sentirais pas bien. Donc, je refuse. Il y a aussi des fois, on m'a proposé de m'associer à des boîtes, créer un projet avec d'autres personnes, tu vois. Il y a aussi des opportunités qui sont venues. Pareil, j'ai pour principe de pas m'associer par opportunité. Donc, une fois que tu connais tes principes, tes non négociables et tes valeurs, ça te permet de rester dans ta ligne droite. Parce que si vraiment j'avais pas pris ce temps, tu sais, de poser ces fameuses valeurs, ces why, etc., j'aurais sûrement accepté des choses qui me ressemblaient pas et qui auraient fait que je me serais dérivée de mon message et de mes rêves aussi, tu vois. J'ai envie de kiffer mes journées, tu vois, d'être en mode, ok, bah, j'ai passé, ok, une semaine, elle était chargée, mais alors c'était du kiff, quoi. Alors que si je suis en mode, bah ouais, vite, faut que je fasse ça, parce qu'il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, moi, je perds toute saveur à ce que je fais, et très vite, je perds tout goût, et j'arrête, tu vois. Ça va pas me faire tenir, quoi. Incroyable. Voilà.
2 dernières questions et après Vas-y. on y va. L'avant-dernière, c'est une petite tradition. C'est que, tu vois, là, ça va faire, je sais pas, 1 heure et demie qu'on est en train de discuter. Donc les personnes qui sont venues jusque-là, faudrait quand même un peu les récompenser. Donc la petite récompense, c'est quoi l'emoji que tu utilises beaucoup? Et pour, tu vois, pour te montrer qu'ils sont venus jusqu'ici et que ça a été super intéressant, hein, tout ce que tu as dit, bah voilà, ils vont mettre ce petit emoji, soit te l'envoyer sur tes réseaux sociaux, soit justement le mettre en commentaire de cette vidéo. Et vraiment, je m'attendais pas du tout à l'emoji que ça peut être. Un petit emoji loutre. Mais en vrai, pour qu'on reconnaisse, je te propose que tu ajoutes un emoji. Que moi, j'ajoute un Ouais, emoji? comme ça, ils envoient l'emoji loutre et ils envoient ton emoji, comme ça, je saurais que ça vient d'ici. Incroyable. Alors moi, je vais utiliser celui que j'utilise pour le multipreneur, qui est une croix rouge. Ok. Ouais, qui veut pas dire non, mais qui a ce côté, tu vois, de multiplier un peu les activités. Donc quoi. une loutre avec une croix rouge. Et je saurais. Trop fort. Dernière question, c'est que voilà, là, le micro est à toi. C'est est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais, tu vois, justement, partager, donner, que ça soit en lien avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ou alors Ouais. complètement différent. Vraiment, voilà, l'espace, il est à toi pour ce mot de la fin. Carrément, je pense que pendant longtemps, en dehors du fait qu'on m'a fait croire que moi, je pouvais pas prendre ma place déjà en tant qu'entrepreneuse, j'y ai cru aussi. Et je me suis convaincue que je pouvais pas parce que j'étais introvertie, mais aussi parce que je suis hypersensible. Et souvent, on se dit, bah non, il y a qu'un modèle de réussite, faut être extraverti et faut être un shark pour réussir. Parce que c'est les modèles qu'on a eus jusqu'à maintenant. Et donc, il y a 2 options, soit on se dit, bah j'abandonne, soit on commence à se travestir et on commence à se dire, ok, bah je dois ressembler à cette personne si je veux réussir. Et on oublie la 3e option qui est, et si je le tente à ma manière. Et je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que de tenter les choses à sa manière, avec sa façon de voir les choses, avec ses traits de caractère. Moi, j'ai beaucoup mis en avant mon hypersensibilité dernièrement parce que je me suis rendu compte que ça faisait du bien aux gens, en fait. Ah, t'as fait tout ça et t'es hypersensible et t'es introverti. Ah, bah du coup, moi aussi, bah du coup, ça veut dire que je peux. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer à quel point ce qui, pour nous, pourrait paraître des faiblesses, sont en fait un putain d'avantage et une putain de force pour monter sa boîte, pour aller chercher ses rêves, qu'importe. Mais il faut pas les mettre au placard. Moi, je les ai mis au placard pendant longtemps. De toute façon, quand tu les mets au placard, ça te rattrape. Donc, au contraire, ces fameuses faiblesses-là qu'on pense tout savoir, on en fait des forces et ça fera justement ce qui nous différencie. Merci beaucoup pour cet Voilà. échange. Merci beaucoup.